dans cet alinéa. Alors comme vous le savez, l'alinéa c'est une façon de revivre l'histoire un petit peu autrement. Comme vous le savez certainement aussi, Guillaume Bouilleux, notre intermédiaire préféré, nous dégote toujours un truc musical sorti d'on ne sait où. C'est quoi? C'est le chant des tanneurs de Beyrouth? Pas tout à fait. Non. C'est le chant des passes d'Aran qui défilent à Téhéran. Donc une troupe motivée politiquement, ultra motivée, ultra motivée et qui l'exprime voilà, avec force. Avec force et honneur. Et honneur, ça, on va le voir avec notre deuxième invité, Monsieur Pierre Razou. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans cet alinéa Trick Track. Merci de m'avoir invité. Mais à grand plaisir, parce qu'a priori, Monsieur Pierre Razou, je vais dire c'est un monsieur et c'est un ponte comme on dit. Je devrais même normalement me mettre comme ça. Puisque le sujet d'aujourd'hui, la guerre Iran-Irak, pratiquement 10 ans de conflit, hein, grosso modo, 80 à quoi? 88. 80 à 88. Et Pierre Razou, en plus d'être auteur de nombreux livres, mais on va en parler, est professeur de géopolitique à la Sorbonne. À Sciences Po Paris. Sciences Po Paris. Il y en avait deux. Bon, ça va être. Mais il me semble que c'est pas que ça. Voilà. Auteur, professeur de géopolitique et je suis aussi directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, qui est un des grands think tanks français sur la place parisienne. C'est pour ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, j'aurais dû me mettre un peu comme ça. En tout cas, Pierre, bienvenue. Je vais laisser la parole à Guillaume, l'initiateur de ces alinéas, et puis c'est lui qui nous permet de te rencontrer, de pouvoir t'accueillir. Pourquoi la guerre Iran-Irak? Pour le coup, on était habitué du napoléonien, de l'ancien, de il y a longtemps, 80-88, c'est presque hier. C'est hier, c'est contemporain et en fait le choix de ce sujet, la guerre Iran-Irak, c'est la relation avec l'actualité, puisque dans l'alinéa qui suivra celui-ci, nous parlerons avec Pierre de la géopolitique et de la géostratégie du Moyen-Orient actuel. Et la genèse en fait de cette situation, c'est ce conflit particulier donc entre deux grandes puissances du Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que nous avons quitté en effet l'Hexagone pour aller vers les rivages de la Méditerranée et plus loin le Moyen-Orient. Donc comme je viens de le signaler, hein, ce conflit qui est finalement relativement méconnu en France, sauf à travers des épisodes liés à la crise des otages du Liban, que, bien évidemment qui seront détaillés, c'est un conflit qui est fondateur aujourd'hui de la situation géopolitique. Ça c'est le premier point le plus international. Important. Non, au Moyen-Orient, dans tous les cas, avec des répercussions évidemment internationales, parce que vous êtes dans l'endroit où le plus de pétrole est extrait au monde, donc il y a également une dimension économique qui sera prise en compte. Il est également intéressant parce que, au niveau de l'histoire militaire, c'est un conflit qui a vu l'utilisation de matériel moderne, comme aurait pu être par exemple le conflit en Europe. D'accord, en Allemagne, s'il y avait eu un conflit entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, puisque les matériels qui vont être utilisés sont des matériels modernes, parce qu'ils vont être livrés par les puissances. Et là, on va en voir en fait l'application. Donc, c'est un conflit qui est déjà en tant que tel moderne. Ensuite, c'est une période de l'histoire qui est particulièrement intéressante, parce qu'au niveau politique, c'est la naissance en fait de l'Iran tel que nous le connaissons actuellement, avec la révolution donc islamique qui porte l'ayatollah Khomeini au pouvoir et qui va déterminer donc depuis cette période, c'est 79, la structure politique de l'Iran. Donc c'est quelque chose qui est évidemment fondamental pour bien comprendre. Et bien évidemment, c'est de toute façon la place de ces deux pays aujourd'hui dans l'histoire contemporaine, hein, comme je le disais en introduction. Donc il m'a semblé tout à fait intéressant de venir faire appel à un spécialiste comme Pierre pour parler justement de cette situation, sachant que ça fait à peu près 25 ans qu'il travaille le sujet, donc il le connaît bien, et il va nous parler justement de ses différents ouvrages, à commencer par celui qu'il a édité chez Perrin. Donc ça veut dire, alors là il n'y en a que 3, hein. Ce sont, tu le disais hors caméra, ce sont un petit peu les plus récents. Voilà, c'est les 3 plus récents. Les 3 plus récents, il y en a plus d'une dizaine. Il y en a une dizaine au total. Voilà, donc si jamais vous voulez vous intéresser aussi aux Amazon, Pierre Razou, Amazon. Voilà, boum, tac, direct. Donc celui-ci paraît être visiblement la petite somme, entre guillemets, celle qui permet de couvrir l'ensemble, la guerre Iran-Irak 80-88. Pierre Razou, donc là, voilà, si on veut à peu près s'intéresser et comprendre à peu près tout. C'est ça. Ok. Est-ce que c'est très accessible, c'est vraiment rédigé pour être à la fois
apprécié par tous ceux qui s'intéressent de près à ce conflit, à la géopolitique, aussi bien des étudiants, mais aussi tout un chacun, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire, tout le monde y trouvera son compte. Mais c'est extrêmement précis, mais en même temps, tous les gens qui l'ont lu, les éditeurs, etc., m'ont dit avoir beaucoup apprécié le style. Donc en fait, c'est en même temps quelque chose qui se lit comme un roman. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, c'est un roman. Ok. Du coup, Cette Pierre, guerre, je veux dire. je vais me permettre la petite question très régulièrement quand on reçoit des invités avec Guillaume par rapport à ces conflits historiques. L'histoire nous apprenait un petit peu quelque chose et tout d'un coup, le temps s'en mêle et on redécouvre de nouveaux indices, de nouveaux angles de vue, de nouvelles informations qui permettent une réinterprétation de l'événement. Est-ce qu'on est suffisamment éloigné? Alors la question est un peu directe peut-être, Pierre, pardon, mais est-ce qu'on est suffisamment éloigné pour avoir bien le recul pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants? Bien sûr. En général, et là je parle en tant qu'historien, soit on a beaucoup d'informations immédiatement après un conflit. Je parle dans les conflits contemporains, le Mali, la Bosnie, etc. Pourquoi? Parce que les gens parlent tout de suite, les acteurs. Généralement, ils parlent dans les 6 mois qui suivent et ensuite, ils se taisent pratiquement jusqu'à la mort. C'est humain, c'est comme ça. Donc ça veut dire que si on ne prend pas tout de suite, et il y a eu à l'époque quelques livres sur la guerre Iran-Irak qui ont suivi dans les 6 mois, 1 an, la fin du conflit, mais qui étaient évidemment très partiels, très limités, qui ne couvraient que certains petits aspects de la guerre. Voilà. Il n'y a eu jamais aucune somme. Mais des matériaux intéressants quand même. Mais avec du matériel intéressant. D'accord. Et 35 ans après, puisque je l'ai fait donc 35 ans après la fin de la guerre, oui, on commence à... Enfin, c'est pas qu'on commence, c'est on a accès à énormément de choses. Et ce qui est la mine d'or qui m'a permis de faire ce livre, qui a été, au passage, je rappelle, traduit en anglais par les presses d'Harvard et qui m'a permis de gagner le prix du meilleur livre d'histoire militaire aux États-Unis et au Canada en 2016. Mais c'est pas rien. Avec la traduction anglaise de ce livre. Pourquoi? Parce que justement, j'amenais énormément de matériel nouveau, de sources nouvelles. Et les sources, la mine d'or, si vous voulez, c'est que j'ai eu accès, avec des dérogations particulières, à toutes les archives des services de renseignement militaires français de l'époque, d'un certain nombre de services de renseignement étrangers également, parce que maintenant les archives sont ouvertes. D'accord. Mais surtout parce que j'ai eu accès à ce qu'on appelle les bandes audio de Saddam Hussein, qui sont un trésor inimaginable, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que à partir du moment où il prend le pouvoir en 1978, réellement, jusqu'à sa mort, enfin jusqu'à sa chute, Saddam Hussein écoutait tout, c'est-à-dire avait mis des micros partout, dans toutes les salles de réunion, dans les palais, partout, dans les voitures officielles, etc. Les gens le savaient, ses subordonnés le savaient, les généraux le savaient, les ministres le savaient. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout enregistrer. D'abord pour enregistrer ses propres discours, parce que ce n'était pas un homme de l'écrit. On compare souvent Saddam Hussein à un Hitler, un Mussolini ou un Staline. Mais ces 3 hommes-là, Hitler, Mussolini et Staline, écrivaient beaucoup et ont laissé des ouvrages et des écrits. Lui, non. Lui, c'est clairement pas un homme de l'écrit. Donc lui voulait, mais c'est un tribun. Donc lui voulait laisser à la postérité quelque chose, et donc notamment ses discours et ses prises de parole. Donc l'enregistrement. Et bien entendu, l'enregistrement, c'est aussi pour surveiller tout ce que disait tout le monde. Tout ça pour dire que ça représente une masse colossale d'informations, des heures à écouter. Ah, mais c'est des milliers et des milliers d'heures. Et les Américains en 2003 ont mis la main en fait sur la totalité de ces bandes audio. Pourquoi? Parce que des généraux des services de renseignement irakiens ont négocié leur exfiltration en échange de ces bandes. Tiens donc, allez hop. Normal. Bah oui. Voilà. Et bien entendu, les Américains ont accepté le deal et donc ont récupéré dans différents endroits d'Irak, dans différents palais, toutes ces bandes. Et ont commencé à les traduire au kilomètre. Pourquoi? Parce qu'au début, le principe était de trouver des preuves de l'implication directe de Saddam Hussein dans les crimes de guerre liés au gazage des Kurdes, à la guerre Iran-Irak, à la guerre de 90-91 au Koweït, etc. Et en fait, ils ont trouvé très vite. Pourquoi? Parce que Saddam ne s'en cachait pas. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé les preuves de l'implication directe de Saddam Hussein dans les crimes de guerre, ils se sont dit, on a un matériel inouï, donc on va continuer à traduire, j'allais dire, pour l'histoire et la postérité. Au-delà de ce qu'ils cherchaient. Au-delà de ce qu'ils cherchaient. Pour permettre à des historiens comme moi, par exemple, d'avoir accès à ce qui s'est réellement dit dans tous les meetings. Et donc, j'ai eu l'accès, je suis allé à Washington, j'ai eu accès à ces bandes-là, aux traductions. C'était un travail énorme.
je suis revenu avec une collection entre guillemets de copies de scripts de réunions clés. Et donc, grâce à ça, j'ai pu retraduire de l'intérieur comme si j'étais présent, caché, une petite souris cachée sous la table de réunion, en écoutant Saddam Hussein et tous ses généraux parler et prendre les décisions cruciales de la guerre. Voilà, faire ça. Et donc ça, évidemment, ça a été un matériel absolument inouï qui m'a permis en fait de raconter la guerre de l'intérieur, aussi bien du côté irakien avec vraiment les sources de première main, et du côté iranien avec l'interview de très nombreux combattants, généraux, officiers, diplomates, qui des deux côtés, plus les occidentaux évidemment, qui ont participé à cette guerre, c'est dantesque, qui m'ont raconté donc ce que chacun a fait, vécu, etc., plus les archives des services de renseignement militaire qui m'ont permis d'avoir le point exact sur les ordres de bataille, les opérations, le côté opérationnel, pour faire le grand livre de la guerre Iran-Irak, un peu comme le grand livre de la Première Guerre mondiale. J'entends. Alors je précise juste, parce que tout à l'heure on le disait, mais le livre ne parle pas que des opérations militaires. Vous avez en effet toute l'arrière, vous avez toute la description géopolitique du conflit, ce qui justement va le rendre d'autant plus lisible, parce que vous avez en effet un certain nombre de chapitres qui vont vous amener, alors je reviens encore sur le sujet qui nous a concerné nous en tant que Français, à la crise des otages, qui s'inscrit en effet dans un rapport politique de relation entre l'Iran notamment et la France. Et donc ça c'est décrit. Donc pour ceux qui évidemment ont eu l'âge de se souvenir qu'on a voyé tous les jours à la télévision les visages de ces journalistes enlevés, et ben là Pierre vous explique le pourquoi du comment. Et en effet il y a un certain nombre de notes, parce que l'ouvrage fait 700 pages, mais ça se lit vite. Puis les vacances approchent, donc moi je vous en... Et en plus vous ferez repérer du côté de Porto Vecchio, avec ça c'est très bien. Mais vous avez après des notes, et en effet il y a un certain nombre de choses qui sont confirmées par l'écoute des bandes, et c'est très intéressant, parce que comme le disait Pierre, là tu posais la question, mais on a un matériau qui a été utilisé. Et en effet, c'est confirmé par l'écoute des bandes. Saddam Hussein a bien confirmé qu'il avait fait ci, ça, ou au contraire, dans certains cas, que finalement il ne l'avait pas fait. Parce qu'on l'a accusé de certaines choses, mais ce n'était pas lui. Donc on est vraiment dans un ouvrage global qui va nous apporter tous les aspects. La guerre Iran-Irak 80-88, Pierre Razouche et Tempus. Il y a aussi Tzahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, toujours de Pierre Razouche et Tempus. Et enfin, donc là c'est plutôt côté aviation, ou c'est juste l'image qui marotte. Non, il aime bien les avions. Je suis passionné d'aviation aussi. Ça pète. Je suis jamais monté dedans, mais ça pète. Ciel de gloire, histoire des As au combat. On va d'emblée entrer un petit peu dans le vif du sujet, en sachant qu'il est suffisamment vaste et important, histoire même aussi de conséquences actuelles, pour ne pas trop remonter dans le temps, me semble-t-il. On démarre presque d'emblée avec un petit chapeau historique sur cette première révolution. Enfin, cette première, quand je dis la révolution. C'est la première. Oui, c'est la première aussi. Yes. 1979. Il y a une deuxième et un début de troisième. 1979, on se place en Iran. Voilà. Donc, février 1979, le Shah d'Iran, qui était le principal allié des Américains au Moyen-Orient, tombe, s'enfuit. Pardon Pierre. Le Shah d'Iran, donc l'empereur. L'empereur, on est d'accord, pas du tout d'élection, ni quoi ni qu'est-ce, c'est le chef de tout, boum, bim, bam. C'est l'empire perse, l'empire des Pahlavis, donc la dynastie des Pahlavis, qui règne depuis 1923. Et qui tombe parce que le régime est autocratique, vieux, usé, et qu'une majorité de la population souhaite transformer et instaurer une république en Iran. Et vous avez raison de dire, tu as raison de dire que c'est la première révolution, parce qu'en fait, il y aura une deuxième révolution en pleine guerre, à l'été 81, donc 2 ans plus tard. Parce que la première révolution de 1979, en fait, tous les partis font tomber en quelque sorte le régime impérial et instaurent une république islamique, mais avec différents partis politiques, avec des gens de gauche, des socialistes, des marxistes, des moudjahidines du peuple, des libéraux, des démocrates, un peu toute la planète. Une vraie pluralité politique. Et des religieux. Alors justement, je me permets aussi là de repréciser, parce que vu le contexte actuel, moi ça me fait venir des images et j'aimerais pas que ce soit de fausses images. On parle d'une instauration, on est en 79, d'une instauration d'une république islamique. Islamique, donc religieuse de fait. Donc religieuse de fait, bien sûr, parce que progressivement, cette république islamique, chiite, va instaurer une théocratie.
Une théocratie, c'est-à-dire la théocratie va être instaurée lors de la deuxième révolution de l'été 81, en pleine guerre, quand, profitant justement de la guerre et d'un certain nombre d'événements, les mollahs, qui sont finalement l'une des forces principales de cette coalition de républiques, de gouvernement, vont marginaliser coup sur coup tous leurs opposants politiques, depuis l'extrême gauche jusqu'à la droite libérale, pour prendre la totalité du pouvoir. Et à l'été 81, les mollahs, donc le clergé iranien, prend réellement physiquement le pouvoir. Et c'est la deuxième révolution. Alors qu'il ne s'appelle pas une révolution, bien entendu, en Iran, on ne parle pas de deuxième révolution, mais de fait, pour un historien, c'est la deuxième révolution. Voilà. C'est un peu comme, si vous voulez, pendant la révolution soviétique, la différence entre la révolution menchevique et la révolution bolchevique. C'est la même chose. D'accord. Il y a un point que tu voulais préciser, c'est la perception de la part du peuple iranien de son assujettissement aux États-Unis. Voilà. Et si le chat tombe... En 79. Voilà, une des raisons de cette révolution. Si le chat tombe, c'est d'abord et avant tout, c'est pas tellement... C'est pas tellement à cause du fait que c'est un régime autocratique, c'est d'abord et surtout parce que ce que le peuple, et y compris les religieux, reprochent au Shah d'Iran, c'est finalement d'être aligné, mais alors totalement aligné, sur les intérêts américains dans la région. Or, le propre même de l'ADN persan iranien, puisque l'Iran en fait est une appellation moderne, hein, c'était la Perse éternelle auparavant, donc persan, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que la Perse a tellement été envahie dans l'histoire, par tout le monde, par les Indiens, les Moghols, les croisés, les Arabes, bien sûr, lors de la phase d'expansion de l'islam, les Russes, les Anglais, puis les Américains, qu'ils veulent être réellement indépendants. Et donc c'est une révolution tout autant pour mettre à bas un autocrate qu'une révolution pour réellement regagner sa totale indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous voulez, tous les deux, ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière cruciale, les Iraniens et le régime iranien aujourd'hui veut être réellement indépendant. C'est-à-dire qu'il a quitté la mainmise des Occidentaux, c'est pas pour retomber aujourd'hui ou demain dans la mainmise des Russes ou des Chinois, pour faire simple. On en parlera plus tard dans la deuxième émission. Mais fondamentalement, c'est ça. Voilà. Et donc le peuple, ça ne le gêne pas de finalement tomber, si je peux me permettre d'avoir ce petit jugement-là, sous la mainmise, par contre, de religieux. Vu que c'est les religieux de leur pays, tout exactement. va bien. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que les Persans et les Iraniens sont fondamentalement nationalistes et patriotes. D'accord. Et l'une des grandes erreurs de Saddam Hussein, quand il va attaquer en septembre 1980, on y reviendra tout à l'heure, l'Iran, c'est de penser que les Iraniens vont l'accueillir à bras ouverts. Notre libérateur. Notre libérateur. Et surtout de penser que la population arabophone iranienne de cette région-là, donc ce qu'on appelle le Khouzistan, qui est la partie sud de l'Iran riche en pétrole, et qui est historiquement donc plutôt peuplée d'arabophones, donc de gens en provenance de lointaines racines arabes, pareil, les accueilleront en libérateur. Erreur grave, le patriotisme et le nationalisme iranien prend le pas. Et donc, bien évidemment, tous ces gens-là vont se battre d'un seul homme derrière le régime pour repousser l'agresseur irakien. D'accord. Régime qui n'est pas encore le régime théocratique, puisque là, on se place en 80. Exactement. Là, on est encore dans la première phase de la révolution islamique. Et donc, même si le clergé n'a pas complètement pris le pouvoir, n'empêche qu'il y a l'ayatollah Khomeini, qui est le guide suprême, et qui lui dit... de la même manière, les similitudes avec la Révolution française ou avec la Révolution russe ou soviétique sont légion, il y en a plein. D'accord. L'ayatollah Khomeini dit, bien évidemment, maintenant que nous avons pris le pouvoir et que nous transformons le régime de l'Iran en république islamique, la vocation est de diffuser cette république islamique partout dans la région, à commencer par notre voisin immédiat, l'Irak. Donc l'Irak se trouve dans une situation de bouclier, d'être le premier État du front, en quelque sorte, pour essayer de repousser ce prosélytisme donc, iranien qui tend finalement à vouloir exporter la révolution islamique, c'est-à-dire l'islam politique, c'est fondamentalement c'est ça, l'islam politique dans la région. Ce qui fait évidemment horriblement peur à tous les monarques du Golfe,
et à tous les dictateurs arabes de la région. Saddam Hussein, les Syriens, enfin tous ceux qui sont, les Égyptiens bien sûr, tous ceux qui soutenaient le Shah, ou qui avaient des relations cordiales, disons, avec le Shah d'Iran, et qui se dit là, la règle du jeu change. Donc on en arrive à l'une des raisons fondamentales pour laquelle Saddam Hussein va lancer cette guerre en septembre. Juste Pierre, avant que tu parles des raisons, est-ce que tu peux présenter à l'inverse le régime politique de Saddam Hussein et du parti Baas en Irak? À ce moment-là, où on est oui, en Irak. justement, parce que là c'est déjà établi, mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Ah ben voilà. oui, c'est... La différence, tout à fait. La différence fondamentale, c'est qu'en Iran, c'est la lutte pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a plein d'acteurs qui sont en compétition pour prendre le pouvoir et exercer le pouvoir. Alors que de l'autre côté, en Irak, on a un leader qui a pris le pouvoir déjà il y a plus d'une dizaine d'années, donc c'est Saddam Hussein, qui pendant presque 10 ans a été numéro 3 puis numéro 2 du régime baasiste, donc régime nationaliste, laïque, qui vient du baasisme, qui au départ est dans la période de la Deuxième Guerre et post-Deuxième Guerre mondiale à la fois en Syrie et en Irak. C'est un mouvement nationaliste comme le nationalisme arabe. Enfin, c'est l'un des mouvements du nationalisme, l'une des expressions du nationalisme arabe. Et donc il a pris le pouvoir, il était numéro 3, puis numéro 2, puis le numéro 1 pendant 10 ans, c'était le général al-Bakr. Donc il a pendant 10 ans, j'allais dire, vécu à l'ombre du général al-Bakr. Et puis en 1979, il met de côté le général al-Bakr, il prend le pouvoir et il devient le numéro 1. De façon quasiment à la révolution. Quasiment concomitante. D'accord. Voilà. Et donc c'est véritablement ces deux événements qui vont provoquer le choc frontal entre les deux. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein a pris le pouvoir et donc établit son pouvoir, règne en lui en dictateur complet, donc a une police politique secrète qui fait le ménage, qui élimine toute l'opposition. Donc d'un côté, on a un groupe d'individus et de partis qui concourent, qui sont en compétition pour le pouvoir, et de l'autre côté, un dictateur qui tient à son pouvoir et qui veut tenir son pouvoir. Et on en arrive donc à l'une des causes principales de cette guerre, parce qu'au départ, ce qu'il faut dire pour nos téléspectateurs, ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran est un pays qui est 3 fois plus grand, 3 fois plus peuplé, 3 fois plus riche et 3 fois plus puissant que l'Irak. Ah, comme ça? Ah oui, à sur tous les fronts? Sur tous les fronts. À l'époque, pour faire simple, l'Iran c'est 50 millions d'habitants, alors que l'Irak c'est 15. C'est un pays qui est 3 fois plus riche, 3 fois plus peuplé, 3 fois plus vaste et 3 fois plus puissant. Donc on se dit, mais pourquoi Saddam Hussein est-il suffisamment fou pour attaquer un adversaire 3 fois plus gros et 3 fois plus puissant que lui? Et quand on parle de puissance, parce que là on peut en parler, c'est que l'alliance entre donc, le Shah et les États-Unis a permis à l'Iran de se doter d'une armée colossale. Moderne, très moderne, importante, et notamment, c'est vrai que tu le précises, mais des fameux avions de Top Gun, tu sais, les Tomcat, les F-14 Tomcat, qui était l'avion le nec plus ultra. Voilà. Et le Shah d'Iran était le seul dirigeant au monde, en dehors des États-Unis, à avoir été autorisé à acheter cet avion, qui était une sorte de golden bullet ou de joker de l'armée américaine et de la marine américaine pendant 20 ans. Sincèrement, au moment de la Révolution, les États-Unis, du coup, ne voient rien venir et hop, ils se prennent leurs avions dans le dos, entre guillemets, en ayant le Shah mis à bas. Oui, alors on pourrait y revenir, mais globalement, ça veut dire aussi que les États-Unis font le calcul qu'on est en pleine guerre froide. Ils font le calcul qu'ils voient que le Shah ne tiendra pas parce qu'en même temps, il est malade, il a un cancer, donc ils savent que c'est la fin. Ils savent qu'ils ne voient pas trop qui peut prendre la suite dans sa famille immédiatement. Donc ils le sacrifient, ils vont le laisser tomber, en faisant le pari qu'il vaut mieux laisser les islamistes, ou une république islamiste et les religieux arriver au pouvoir en Iran, pour contenir la pression des Russes et des Soviétiques en direction du Golfe. Donc ils disent, de deux mots, on choisit le moindre. Une fois encore, c'est calculé, c'est pas du tout une surprise comme ça et tout. Ok. D'accord. Et puis surtout, c'est qu'à partir du moment où la révolution se déroule et où l'ayatollah Khomeini donne son blanc-seing aux étudiants iraniens pour attaquer l'ambassade des États-Unis et prendre les otages, c'est le film Argo, donc si vous avez l'occasion de le voir, qui est très bien fait et qui raconte l'épisode. Alors là, c'est le déclenchement, c'est-à-dire c'est la ligne rouge est franchie, j'allais presque dire à jamais.
Ouais. C'est-à-dire que c'est l'humiliation des Américains, du pouvoir américain, et 40 ans plus tard, les États-Unis de Donald Trump ne l'ont toujours pas digéré. On en est encore Voilà. là. Et on en est encore là. Et on en est C'est pour ça qu'on est au cœur de l'actualité. Il y a une autre situation, avant qu'on revienne vraiment sur l'Irak-Iran, parce que ça c'est quelque chose justement que les internautes dont ils vont prendre conscience, c'est la relation avec Israël. Oui. Et là, il y a des choses à dire entre Israël et l'Irak, donc Saddam Hussein, là on parle bien donc, à la fin des années 70, et Israël et l'Iran avec l'arrivée en fait des mollahs. Voilà. Alors, redites-moi, l'Iran, 3 fois plus grand, Irak, oui, ici. mais Israël qui est un acteur évidemment. Et Israël qui a un peu plus Mais c'est pour ça, moi je me dis, bah tiens, il est même pas sur la carte, pourquoi parle-t-on d'Israël? voilà. Parce qu'Israël et l'Iran, finalement jusqu'en 2003, auront un adversaire commun qui est l'Irak. Voilà. Et donc, Israël, y compris le gouvernement d'extrême droite de Menachem Begin et d'Ariel Sharon, donc en 1980-81, font une alliance avec l'Iran de l'ayatollah Khomeini, qui pourtant les traite de petits satans. Ils font une alliance, pourquoi? Non pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours à l'époque 40 000 juifs qui vivent à Téhéran. Aujourd'hui, il y en a encore 20 000. J'étais à Téhéran il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Je peux vous garantir qu'il y a des chrétiens, il y a des juifs qui ont pignon sur rue, etc. Il y a même un député constitutionnellement juif, de même qu'il y a un député chrétien au Parlement iranien. Marionnettes ou... Non, qui sont des députés. C'est-à-dire qu'il y a une place qui est réservée pour un député chrétien, un pour un député juif, etc. sur la centaine, enfin sur les 160 environ députés du Majlis. C'est pas beaucoup. Mais c'est pour dire que le paradoxe, et ça aussi les gens ont du mal, peut-être les téléspectateurs ont du mal à l'imaginer parce que ça peut sembler contre-intuitif quand on écoute les diatribes des uns et des autres aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays du Moyen-Orient où il y a le plus de juifs en dehors d'Israël, c'est toujours l'Iran. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est pour dire c'était le cas à l'époque. C'est le cas à l'époque parce qu'à l'époque, depuis le fin fond de l'Antiquité, l'Empire perse et les royaumes iraniens et les royaumes d'Israël se sont toujours entendus et ont toujours été des alliés de revers, des alliés stratégiques. D'accord. Toujours. Et il faut savoir que pour le coup, Saddam, lui, un de ses ennemis, c'est vraiment Israël. Voilà. Et il l'a annoncé. Il a annoncé la Lui, couleur. la couleur est d'accord. Okay. Voilà. Donc, il peut vraiment faire quelque chose, 3 fois plus petit que l'Iran, il a Israël dans son dos et Israël est loin quand même. D'accord. Entre l'Irak et Israël, il y a la Jordanie et la Syrie. Mais pour Israël, en fait, l'Irak est plus dangereux que l'Iran. Donc en fait, Israël s'associe à l'Iran. Et c'est aussi intéressant parce qu'on pose en fait un petit peu le postulat géopolitique à ce moment-là. Donc les raisons de... Donc pendant toute la guerre, pour écluser la question d'Israël là-dessus, pendant toute la guerre Iran-Irak, une grande partie en tout cas, l'Israël va livrer des armes, des pièces détachées, des pièces de rechange, des munitions, des missiles à l'Iran, au régime des Mollahs. Okay. Pourquoi? Parce que c'est pour contrer, c'est pour éviter que l'Iran ne s'effondre, donc pour faire en sorte que... il y ait toujours que l'Irak soit pris entre deux feux, entre d'un côté Syrie, Jordanie et Israël, et de l'autre côté l'Iran, et que tant qu'il est occupé à faire la guerre à l'Iran, évidemment, il ne sera pas occupé d'Israël et de son flanc ouest. 2 petites questions pour finir de bien poser ses bases, et puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet, 80-88, Iran-Irak, la guerre d'Iran-Irak. Les 2 choses, c'est une fois encore, moi j'y reviens parce que j'ai du mal à m'imaginer ce que ça peut vouloir dire à l'époque, vu ce qui se passe maintenant, cette République islamique. Est-ce qu'on en est à les lois de la charia c'est peut-être des représentations bêtes, donc je m'excuse d'avance si c'est le cas. Les femmes voilées, lapidées si jamais elles font un homme ou une femme fait un pet de travers. Enfin, est-ce qu'on en est déjà là? Quelque chose d'extrême, entre guillemets, par rapport à l'aspect religieux? Non, pas tout de suite. D'accord. Ça vient un peu plus tard. D'accord. Par contre, ce qui est vrai, c'est que du jour au lendemain, quasiment, le régime islamique, de la République islamique, fait un grand retour en arrière, c'est-à-dire que le Shah qui était allé très très loin dans la libération, l'émancipation des mœurs, l'alcool, tout ce qu'on peut imaginer, les boîtes de nuit et tout le reste. Évidemment, le message de l'ayatollah Khomeini, c'est un message de rigueur. Et donc, qui dit rigueur, dit on oublie tout ça, donc les femmes voilées, plus d'alcool, voilà, ça c'est vrai. Ça c'est une réalité. Ça c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième réalité, c'est que tous ceux qui ont été des collaborateurs zélés de l'ancien régime
ça suffisait pas, et qui ont participé à la répression à la fin de la période impériale, c'est-à-dire en fait la répression justement pour lutter contre les révolutionnaires. Eux, ceux-là sont passés par les armes ou sont pendus. Donc voilà, donc il y a une épuration. Direct quand même. Il y a une véritable épuration. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est pas on met la charia et puis il y a que la charia. Ça n'est pas non plus ça encore. C'est pas ça, c'est pas ça, et ça le sera d'ailleurs jamais non plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la charia en Iran peut s'appliquer sur certains points, enfin pour certains crimes, mais c'est tout. Il y a un code. Je rebondis sur justement la précision de Pierre. L'une des conséquences en revanche on va dire de cette purge des participants à l'ancien régime va se faire notamment dans l'armée aussi. Oui. Et des cadres de l'armée vont notamment être mis en prison, ceux qui ne sont pas exécutés, certains vont s'exiler, certains vont être mis en prison, notamment dans le corps d'élite de l'armée de l'air. Ce qui aura des conséquences assez funestes, comme tu l'expliqueras, au déclenchement du conflit, puisque l'armée de l'air est quand même une arme relativement technique. On ne peut pas s'improviser pilote, on ne peut pas s'improviser mécano, surtout que là, on n'est plus en 1914. Là, il y a quand même beaucoup d'électronique, un certain nombre de choses, et donc ça va avoir des conséquences aussi sur l'armée, sur la capacité en fait de l'armée à supporter le coup de boutoir quand Saddam va attaquer, parce que bien évidemment, elle aura été désorganisée. Tu avais une deuxième question. Deuxième question, pour terminer sur ce socle sur lequel on va se lancer ensuite. Si l'Iran, on comprend un petit peu mieux maintenant où est-ce qu'elle en est, quels sont, on va dire, ses alliés. Est-ce que pour l'Irak, il a une carte internationale ou des petits jokers dans la Manche? Est-ce qu'il a des copains un peu plus loin qui, lui, vont l'aider? Oui, alors pour faire simple, au début de la guerre en 1980, l'Iran n'a aucun joker si ce n'est la Syrie. D'accord. C'est-à-dire qu'en 1979, la République islamique noue une alliance stratégique avec le régime de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad. Pas pour des questions religieuses, mais pour des questions de pure géopolitique. C'est-à-dire que les Iraniens ont besoin d'un allié de revers pour faire pression sur les adversaires potentiels de l'Iran, c'est-à-dire la Turquie, l'Irak et Israël. Et la Syrie est évidemment l'allié idéal, puisque la Syrie est en position de faire pression à la fois sur l'Irak à l'est, sur la Turquie au nord et sur Israël au sud. Donc ça, c'est une alliance de revers. Des Iraniens. C'est l'allié des Iraniens. Et c'est le seul. D'accord. Parce que même les Russes et les Chinois, au départ, ne se désintéressent et ne s'adressent pas à l'Iran. Pas au début. Donc Iran, Syrie. Tout seul, avec la Syrie. Avec Israël tout de suite ou pas encore? Non, après. Après. Et l'Irak? Et l'Irak, lui, bien entendu, a plein d'amis dans la région. D'abord, il a tous les Occidentaux. Il a les Français, les Européens, parce que pendant 10 ans, l'Irak est perçu comme un Eldorado pour les industriels européens. D'accord. Pourquoi? Parce qu'évidemment, comme il veut pas être, en fait, il ne souhaite pas tomber dans la main des Soviétiques, encore moins des Chinois à l'époque. Donc il se dit, il faut miser les Occidentaux, pas les Américains parce qu'il déteste les Américains. Donc fondamentalement les Européens. Très bien. Donc les Européens vont avoir ligne de crédit ouverte et illimitée à Bagdad. Et donc vont vendre du BTP, du pétrole, enfin acheter plutôt du pétrole et faire des investissements pétroliers, de la chimie, des armes, du nucléaire, de l'agroalimentaire. Et ça va être véritablement pendant 10 ans l'Eldorado pour les industriels européens. D'accord. Donc il a les Européens. Il a quand même les Russes, enfin l'Union soviétique, parce qu'il est lié par un traité d'amitié et d'assistance militaire avec l'URSS. D'accord. Mais il ne tient pas trop à jouer la carte, parce qu'il ne veut pas non plus tomber dans la main des Soviétiques. Et puis il a bien sûr les monarchies du Golfe. Oui. Et donc toutes les monarchies du Golfe qui sont paniquées à l'idée que ça puisse ressortir de l'Iran. À l'idée que la République islamique puisse pousser ses pions en dehors. Sachant que militairement parlant, les monarchies du Golfe ne représentent rien. Si l'Iran décide de les attaquer, ils n'ont aucune chance de tenir. À cette époque, depuis ils sont équipés avec un certain nombre de choses, mais à cette époque, en effet, l'Iran est capable de submerger tout le monde. Il y a un dernier point pour compléter le panneau, dans tous les cas géopolitique. Tu nous parles des Kurdes à ce moment-là, parce que ça va être un élément vraiment fondamental, mais qu'il est encore aujourd'hui. Les Kurdes, contrairement à ce qu'on pense, ils ne se sont pas rébellés que maintenant en Syrie ou en Irak lors de la campagne de Daesh depuis, disons, 2013-2014. La rébellion kurde dans cette région-là, c'est-à-dire sur la carte, sur toute cette région, sur toutes ces régions-là qui sont peuplées de Kurdes, à la fois en Turquie, dans le nord dans l'Irak, dans le nord de la Syrie,
sur toute cette zone-là irakienne et sur toute cette zone-là iranienne. Les Kurdes qui sont donc environ à la louche à peu près 35 millions. Donc c'est pas rien quand même, hein. 35 millions d'individus, c'est un grand pays du Moyen-Orient, dans l'absolu. Donc on pourrait dire ils ont droit à leur pays, etc. Ils ont failli en avoir un après les accords Sykes-Picot, après la Première Guerre mondiale, et puis finalement tout le monde s'est dit que non, finalement il valait mieux, il valait mieux se diviser et garder la plus grosse part du gâteau. Tout ça pour dire que donc les Kurdes se rébellent contre les États centraux, iraniens, irakiens, turcs et syriens, globalement depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire en fait depuis après la Première Guerre mondiale et après le fait qu'ils savent qu'ils n'auront pas d'État et leur pays. Une épine dans le pied perpétuelle. La rébellion kurde, ce n'est pas un phénomène qu'on a découvert avec Daesh, si vous voulez. C'est un phénomène qui est là depuis le début du XXe siècle. Et donc, cet irrédentisme kurde va être instrumentalisé par les Irakiens et par les Iraniens, mutuellement l'un contre l'autre, évidemment, pendant une grande partie de la guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Kurdes couvrent le front nord des opérations. Et donc, les Irakiens vont commencer par susciter une rébellion une rébellion kurde en Iran, sur tout ce front-là, pour ouvrir un nouveau front. Et bien entendu, après, les Iraniens vont vont alimenter la rébellion kurde en Irak pour évidemment affaiblir le régime de Saddam Hussein et s'ouvrir des corridors pour pénétrer dans le nord de l'Irak. Donc ce sera le troisième front. Parce qu'il faut, ça aussi, il faut le rappeler, ce qui doit nous amener au déclenchement de la guerre. Quand la guerre éclate en septembre 1980, ça y est, on y est. L'Iran, et il faut bien avoir ça en tête, l'Iran mène 3 guerres de front. C'est-à-dire que la première guerre qu'elle mène, c'est contre son opposition dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, on est dans un phénomène de post-révolutionnaire, la révolution n'est pas encore terminée, donc les révolutionnaires se battent pour faire le ménage dans les grandes villes, puisque c'est un très grand pays. Donc ça, c'est une première guerre intérieure. La deuxième guerre intérieure, c'est contre les irrédentismes nationalistes qui existent en Iran, parce que l'Iran, c'est une mosaïque. Ce qu'il faut juste intégrer, c'est qu'il y a 55% de Persans en Iran et 45% de tout le reste. Des Kurdes, des Baloutches, des Arméniens, des Azéris, donc plein de Arabes, quelques Arabes, etc. Donc il y a des tas d'ethnies et de nationalismes différents. Et à ce moment-là, il y a les Azéris qui se sont révoltés, les Arabes qui menacent éventuellement de bouger, et surtout les Kurdes qui se sont déjà révoltés. Donc la deuxième guerre que le régime iranien mène en même temps que Saddam Hussein va attaquer, c'est cette guerre contre les Kurdes. Et la troisième, évidemment, c'est la guerre contre l'Irak quand Saddam envahit. Et c'est justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi Saddam est-il suffisamment fou pour attaquer un pays 3 fois plus grand et 3 fois plus puissant que lui? C'est justement parce qu'il pense que c'est le bon moment. L'Iran est affaibli, le régime est éclaté partout, a les yeux braqués, un peu tels les yeux de Sauron sur tout autour de l'Empire, parce qu'il faut faire tenir la révolution, parce que le régime donc, de l'ayatollah combat les irrédentismes dans les villes, aux marches du pays, etc., notamment dans le Kurdistan, et que donc le système est affaibli, l'armée est partie en capilotade, comme le disait Guillaume, les techniciens sont partis, les pilotes sont en prison, donc l'armée est très affaiblie. Donc on le voit bien d'ailleurs au début du jeu, on en parlera tout à l'heure, la plupart des pions iraniens sont retournés à demi-force. Et donc Saddam Hussein se dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Et c'est maintenant ou jamais parce que le but du jeu, il sait très bien qu'il ne va pas envahir et conquérir l'Iran, c'est irréaliste et il le sait très bien. Par contre, le but du jeu, c'est mettre une gifle violente au régime iranien pour lui faire comprendre qu'il n'a aucun intérêt à venir chercher les Irakiens qui sont beaucoup plus forts que lui et qui seront capables de le battre militairement. Je m'assure quelques années de tranquillité en mettant le but, c'est je mets une grande gifle au pouvoir iranien, je prends des gages territoriaux, c'est-à-dire j'occupe une petite partie du territoire iranien pour pouvoir ensuite négocier avec les Iraniens. Et négocier quoi? Négocier notamment le retour à la frontière historique
qui est sur le Châtel arabe. Le Châtel arabe, vous avez les deux grands fleuves du Moyen-Orient, c'est le Tigre et l'Euphrate, qui, lorsqu'ils se rejoignent un peu avant Bassora, c'est-à-dire ici, au niveau des îles Majnoun, là, forment un grand estuaire qui va se jeter dans le golfe Persique, ici, qui s'appelle le Châtel arabe. Et pendant 3 siècles, le statut du Châtel arabe a été une dispute entre Persans et Ottomans, puis Persans et Arabes. Voilà. Et en 1975, parce qu'il était affaibli, parce que déjà en 1975, il y avait une rébellion kurde en Irak, Saddam Hussein et son mentor, le général al-Baq, ont dû trouver un compromis avec le Shah d'Iran, c'est ce qu'on appelle les accords d'Alger de 1975, pour lui dire, ok, la frontière en fait entre nos deux pays, entre l'Iran et l'Irak, passe au milieu du Châtel arabe et non pas sur la rive iranienne, comme c'était le cas auparavant. Donc, Saddam Hussein le voit comme un camouflet à son autorité. Et il se dit, voilà, je vais prendre des gages et je vais ensuite pouvoir négocier et je vais récupérer ça. C'est ça, Lorraine. Et enfin, il se dit, je vais apparaître comme le leader du monde arabe. Parce qu'en 1980, Anwar el-Sadat, l'Égyptien, est démonétisé, c'est-à-dire est délégitimé parce qu'il a fait la paix unilatérale avec Israël. Kadhafi est considéré par ses voisins comme un gardien de troupeau et, pour faire simple, donc globalement n'est pas crédible. Et le seul qui est véritablement crédible, c'est Hafez el-Assad. Mais Hafez el-Assad s'est mis en marge lui-même du monde arabe en faisant une alliance stratégique avec l'Iran et avec le régime de la République islamique. Ce qui, au passage, montre que malgré tout, ce n'est pas du tout que d'une question religieuse, c'est surtout une question géopolitique. Voilà. Donc, Saddam Hussein se dit, j'ai un boulevard devant moi. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Les Iraniens sont faibles, je peux faire un coup, je leur mets 2 gifles et je m'impose comme le grand chef de la région. J'aime beaucoup. Ça ressemble tellement au plan A. Si tout se passe bien, ça va être tellement chouette. Ça sont les objectifs. Et si tout se passe mal, le plan B, c'est si ça se passe pas bien, et ben c'est pas grave, je suis appuyé par les monarchies du Golfe, par les Occidentaux, et on négocie avec l'Iran. Alors au final, ça démarre. Non, juste une chose. Là, on va y venir. Et en revanche, il nous manque juste une chose pour bien comprendre aussi le théâtre des opérations. Est-ce que tu peux nous présenter la géographie Bien sûr. de cette ligne de front qui est très particulière et à laquelle nous ne sommes pas du tout habitués. On t'en profite pour présenter aussi un peu le statut du Koweït pour qu'on comprenne, même si ce sera dans la deuxième émission, mais c'est intéressant. Et on a une géographie ici qui est très particulière, qui va vraiment déterminer aussi les zones de combat avec 2 pays totalement différents. C'est pas juste du désert avec un peu de cailloux? Non, justement pas. Voilà, on y vient. Là, vous avez donc, c'est le plateau donc, de mon wargame Bloody Down, la guerre Iran-Irak. Donc c'est la vue satellite. Avec mon éditeur, on a choisi cette vue satellite. Pourquoi? Parce que justement, c'est celle qui permet de réaliser le mieux. D'abord, elle est jolie esthétiquement, et puis elle permet de réaliser au mieux la réalité du terrain. Sur une carte point à point, comme ça. Donc on a globalement l'Irak. L'Irak, pour faire simple, c'est le croissant fertile, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est le croissant fertile, c'est la zone qui relie le golfe Persique à la Méditerranée, en passant par les grands fleuves. C'est-à-dire le Tigre, l'Euphrate, la Turquie, et puis ensuite le grand bassin qui va sur le nord de la Syrie, le Liban, et qui va à la Méditerranée. En fait, c'est la bande verte, si vous voulez, c'est la zone verte agricole du Moyen-Orient, qui est ici. La contrepartie, c'est que c'est plat, il y a pas mal de marais, il y a du désert dans le reste du monde. Donc c'est une zone extrêmement plate, ce qui veut dire que les Irakiens, au début du jeu, sont dans la plaine, même si c'est une plaine fertile, voire marécageuse. A l'inverse, les Iraniens sont sur leur château fort. L'Iran, c'est un pays de montagne et de hauts plateaux, depuis les Sassanides, donc depuis Darius le Grand, depuis l'Antiquité, ça n'a pas bougé. Donc ce qui veut dire qu'on a les Iraniens sur leur château, dominant l'ensemble de la région. Alors ça sont les monts Zagros qui sont... Donc c'est tous ici, ce sont les monts Zagros, là, qui sont énormes, qui culminent à plusieurs milliers de mètres, qui sont très avec des monts très affûtés, des arêtes très acérées et très vives. Donc il y a un terrain idéal pour la défense. D'accord. Donc ils sont sur leur donjon, en quelque sorte, et ils dominent la plaine. Ils ont un petit problème, les Iraniens, c'est qu'ils ont cette zone-là, cette bande du Khuzestan,
donc qui est la plaine, on va dire, là aussi marécageuse et pétrolière de l'Iran, où sont les principaux gisements pétroliers, à part, il y a d'autres gisements dans le pays, mais les principaux sont ici, sont là, dans la plaine, à portée de main des Irakiens. Oui. Voilà. Et donc évidemment, leur principe, leur dilemme stratégique, ça va être ici, sur les hauts plateaux et sur la montagne, on sait qu'on peut tenir. C'est ça. Mais les objectifs stratégiques et le pétrole sont dans la plaine. Ailleurs. Ils sont ailleurs. Donc il faut tenir la plaine aussi. Voilà. Ce qui veut dire que pendant toute la guerre, globalement, les Irakiens n'arriveront quasiment jamais ou très très peu à pénétrer sur cette zone-là. Ouais. Par contre, évidemment, les Irakiens vont pénétrer sur cette zone-là, et c'est là que les combats les plus durs vont se jouer. Là, et puis dans le nord du pays, justement dans la zone kurde. Par ici. Okay. Alors le Koweït. Et le Koweït, alors là, c'est clairement du désert. Et c'est surtout une création artificielle de l'Empire britannique à la fin du 19e siècle, parce que le Koweït, historiquement, fait partie de l'Empire ottoman. Donc, historiquement, le Koweït était rattaché à la wilayat, c'est-à-dire à la grande région provinciale de Bassora, à l'époque ottomane. Donc, les Ottomans ont toujours considéré que le Koweït faisait partie de cette région intégrante de l'Irak. Et bien sûr, les Irakiens aussi, quand ils deviennent indépendants dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui veut dire que ce n'est pas une idée fixe de Saddam Hussein, c'est que tous les dirigeants irakiens, depuis 1932, considèrent que le Koweït fait partie de l'Irak. C'est un petit peu leur Alsace et leur Lorraine à eux. Ouais. La problématique, c'est que les Britanniques, à l'époque, à la fin du 19e siècle, ont négocié avec l'Empire ottoman qui contrôlait la région un point d'accès, c'est-à-dire en fait un port, donc il y a le grand port de Koweït ici, qui leur permet en fait d'avoir une tête de pont qui permet ensuite, dans le cadre de la route des Indes, et notamment de la route terrestre des Indes, de pouvoir relier directement à la Méditerranée. Voilà. Mais évidemment, donc, les Koweïtiens, depuis la fin du 19e siècle, savent que s'ils n'ont pas la protection d'une grande puissance, ça va être chaud pour eux. Tu m'étonnes. D'accord. Voilà. Donc là, je pense qu'on a bien posé les bases. Mais c'est important de bien comprendre en effet tous ces aspects avant justement de passer en fait au déclenchement du conflit. Donc on le démarre quoi, 80, première attaque on peut faire les grandes phases. Ouais, on va faire les grandes phases. C'est parti. Bien sûr. Donc première grande phase, septembre 1980. Saddam Hussein qui a briefé ses généraux 2 mois avant pour leur dire, parce que les généraux irakiens n'étaient pas du tout au courant, c'est-à-dire que, et puis ils n'étaient pas très fanas, pas très chauds pour faire la guerre à l'Iran, parce que justement ils connaissaient les rapports de force et ils disaient ça va être dur. Donc en juillet 1980, Saddam Hussein les réunit, leur dit bonne nouvelle, vous me faites des plans, dans 2 mois on envahit l'Iran. Ah. Les mecs, ils doutent de rien. Donc pendant 2 mois, ils font des plans. En fait, ils vont chercher des vieux plans britanniques, puisque les Britanniques étaient présents militairement en Irak et en Iran dans les années 30. Et donc, ils trouvent un vieux plan de manœuvre qu'ils adaptent évidemment à la sauce moderne. Ouf. Et ils se disent, allez, avec 10 divisions de blindés, ça devrait le faire. On devrait pouvoir faire plaisir au chef, à Saddam Hussein. Une petite attaque, et on fait une petite blitzkrieg, et voilà. Saddam Hussein, il leur dit, je ne vous demande pas grand-chose, vous me prenez une bande territoriale et surtout vous me prenez la zone pétrolière ici. Et ensuite on négocie avec les Iraniens. Voilà, donc ça c'est le plan initial. Une attaque de quoi, une semaine, 15 jours, 1 mois? Non, il prévoit une attaque de 3 mois. Il prévoit une blitzkrieg de 3 mois. En se disant, dans 3 mois, on a nos objectifs et puis on négocie. On en discute à ce moment-là. Voilà. Ok, d'accord. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Et que si vous voulez, pour rapidement montrer un peu ce qui se passe, la première phase de cette guerre qui va durer de septembre 80 à décembre 1980, c'est-à-dire 3 mois, 3 mois et demi, justement, les Iraniens vont avoir des pertes, vont refluer, mais globalement, les troupes irakiennes voilà, vont arriver à prendre Deizfoul, Suzangerd, voilà, et Khorramshahr, ici. Voilà, donc au bout en fait ça, ils ont ces positions-là quasiment en 6 semaines. Au bout de 6 semaines, ils contrôlent cette bande-là, ça stagne, et ils vont essayer de prendre Abadan, qui est un des grands objectifs. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand port, à l'époque le plus grand port iranien, c'est là où il y a la plus grande raffinerie de pétrole au monde.
Donc le but du jeu, c'est en même temps affaiblir économiquement l'Iran. Donc ils vont faire le siège pendant presque un an d'Abadan sans parvenir à prendre la ville. 80 à en 80. fait, de novembre 80, Novembre 80 à novembre 81. Voilà. Donc, et sans jamais y arriver. Sans jamais y arriver. Donc, manque de moyens Khorramshahr, ils vont le prendre, ça va être le Stalingrad local. Et ils n'y arriveront pas par manque de moyens, par détermination des Iraniens qui vont se battre comme des, chaque centimètre. Comme des furieux pour tenir la ville. En plus, c'est marécageux, il y a des croisements de rivières, donc c'est facile à compartimenter, à piéger, etc. Okay. Donc ils ne le prendront pas. Voilà. Et à partir déjà du mois de novembre, Saddam Hussein comprend que son plan n'a pas marché et qu'il n'aura pas les objectifs qu'il souhaitait. Il en a une partie quand même. Oui, mais pas globalement, alors, ce n'est pas ce qu'il prévoyait. Juste un point un peu plus technique. Il faut s'imaginer que là, comme je le disais en préambule, on aura des combats aériens entre chasseurs, on aura des bombardements avec des Tupolev, notamment du côté des Irakiens. Les Irakiens qui avaient du matériel soviétique. Des combats de chars. Des combats de chars en veux-tu, en voilà. Du missile anti-char. On va avoir du missile anti-aérien. Du combat aérien, du combat naval. Alors il y aura du combat naval. C'est-à-dire qu'on a évidemment de l'artillerie, une utilisation massive de l'artillerie. Ça pilonne. Ouais. Donc là, on est vraiment dans du combat moderne. Hein. Il y a quoi? Pas de troupes? Ça veut dire que. Ah si, il y a l'infanterie. Il y a quand même de l'infanterie qui. Bien sûr. Simple, pour donner l'ordre une idée des rapports de force, au début de la guerre, les deux armées régulières sont à peu près à 220 000 hommes. 220 000 Irakiens, 215 000 Iraniens. Très rapidement, les Iraniens créent et augmentent le corps des passedarans, c'est-à-dire des gardiens de la Révolution. C'est, on va dire, ces unités blanches, là, c'est-à-dire de soldats. C'est de l'infanterie de légère, surmotivée, pas très bien équipée, mais voilà, mais très endoctrinée, très combative, très motivée, et en grande quantité. Et à la fin de la guerre, sur les 8 ans, juste pour donner un ordre d'idée, l'armée irakienne va monter à peu près à 780 000 hommes, presque 800 000, et l'armée iranienne va monter au million. Donc, 1 million de soldats. Donc à la fin de la guerre, c'est la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire on est avec globalement 1 million de soldats de chaque côté. Donc c'est vraiment la grosse boucherie, mais en même temps les grosses forces. C'est plus du tout la blitzkrieg, ça change de dimension. Ouais, clairement. Et en termes de matériel, c'est combien de chars, combien d'avions? C'est globalement. Grosso modo. Alors ça va évoluer aussi tout au long du conflit. Ça va évoluer, bien sûr. Là, on va en parler justement dans la deuxième phase de la guerre, mais ça va évoluer. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que c'est vraiment un conflit moderne. Voilà, c'est au début de la guerre, c'est globalement 1500 chars de part et d'autre, 1500 chars de bataille de part et d'autre. Juste pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, les Allemands et les Français ensemble n'en ont pas 700. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est globalement 150 avions de combat côté iranien, opérationnels. En réalité, il y en a beaucoup plus, mais disons effectifs. Qui fonctionnent. Voilà. Et 250 avions de combat côté irakien. Là aussi, à la fin de la guerre, les effectifs et les matériels vont exploser. Donc fin de la première phase, décembre 1980, donc après 3 mois de soi-disant offensive éclair qui s'enlise très vite. On en est là. On en est là. Ici. Et Saddam Hussein dit, vous savez quoi, en fait, bonne nouvelle, c'était une blague, on va négocier. Je l'entends presque dans les enregistrements que Pierre a dû écouter. Vous savez quoi, c'était une blague? C'est presque ça. Donc les Iraniens, et donc ils proposent évidemment des pourparlers de paix aux Iraniens en leur disant en fait on peut revenir sur la frontière et puis on s'entend, on négocie. Et les Iraniens bien sûr ne l'entendent pas du tout de cette oreille en disant mon petit Saddam, tu vas payer le prix. C'est-à-dire que tu as osé nous attaquer. Comme le dit à l'époque l'ayatollah Khomeini, cette guerre est un don de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de faire l'unité nationale iranienne du pays contre l'Irak. Voilà. Et elle va permettre aux religieux de faire la deuxième révolution de l'été 81 et de prendre la totalité du pouvoir. Elle va leur lui permettre de forger la résistance et l'unité nationale et d'éliminer toute l'opposition iranienne. Tout le monde derrière nous et en avant. Donc évidemment… Et il y a juste une remarque par rapport en effet à cette situation à ce moment-là, c'est que le Premier ministre israélien se fend
dans le communiqué en disant « Je souhaite bonne chance aux deux belligérants et que le meilleur l'emporte. » Sérieux? Ah oui, oui. Ravi de voir que pendant ce temps-là, lui, ça resserre un petit peu l'étau sur Israël. Mais bon, c'était sur cette situation. Donc, deuxième phase de la guerre, c'est janvier 1981 jusqu'à juin 1982. Et c'est pas neutre, parce que juin 1982, et on reviendra sur Israël, c'est évidemment l'invasion israélienne du Liban. Sud-Liban, Beyrouth, l'opération Paix en Galilée, en juin 82. Donc pendant 18 mois, ça va être, la deuxième phase de la guerre, c'est le reflux. D'accord. C'est-à-dire que pendant 18 mois, alors d'abord, les Iraniens mobilisent quand même, pas tout, mais une partie on voit qu'il y a de la réserve de leur armée. Oui. Je les mets, disons, globalement ici. Oui, Entre-temps, les Iraniens, donc les Irakiens ont créé et ont ressuscité une nouvelle rébellion, ici, kurde, en Iran. Donc pendant 18 mois, les Iraniens vont lutter ici contre les Kurdes et vont ramener sur la frontière internationale l'armée irakienne. Donc au bout de 18 mois, en fait, globalement, ils vont reprendre ça. Ces unités-là vont être en fait détruites. D'accord. Et il reste une petite résistance ici à Marivan. Voilà. Et au bout de 18 mois, globalement. Ah ouais, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Donc pour faire simple, les positions gagnées. Les positions gagnées sont toutes perdues. Oh purée. Voilà. D'accord. Et là, on en est globalement en juin 1982. Et là, c'est des combats extrêmement durs. C'est-à-dire que notamment la reprise de Khorramshahr va être un véritable Stalingrad. Encore. Et en même temps, un symbole ou le Verdun. C'est plutôt dans un premier temps, c'est le Verdun en fait. Enfin non, c'est vraiment le Stalingrad de la guerre en Irak. Le Verdun, ce sera plus tard et ce sera pour la bataille pour Bassora en 85, 86, 87. Et donc à ce moment-là, les Iraniens se disent, donc la guerre a déjà duré presque 2 ans. Et là, il y a un vrai débat stratégique en Iran pour savoir qu'est-ce qu'on fait. On arrête, puisque finalement on a gagné, ou on continue. Et là, la majorité des Iraniens, des décideurs iraniens, y compris religieux et y compris Pasdaran, les gardiens de la révolution, veulent arrêter. En disant, on est épuisé, on n'en peut plus, il faut qu'on refasse nos forces, on est vraiment allé au bout du rouleau. Et en plus, on peut se darguer d'une victoire, donc arrêtons. Et là, il y a Rafsanjani, Ali Akbar Rafsanjani, qui est un des 2 hommes politiques les plus puissants d'Iran, avec l'ayatollah, il n'est pas donc avec l'ayatollah Khomeini bien sûr, le guide suprême, et avec Ali Khamenei, qui à l'époque est président de la République, qui aujourd'hui est le guide suprême iranien, parce que c'est juste une digression, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui toute la classe politique iranienne a été forgée par cette guerre, et toujours au pouvoir, et qu'elle a toujours dans sa tête cette guerre dans son arrière-cortex. Et donc, Rafsanjani, qui bien qu'il est pour l'ouverture, aujourd'hui on dirait c'est un réformiste, disons c'est le moins conservateur des conservateurs. Rafsanjani, pour son pouvoir personnel, parce qu'il est en lutte avec Ali Khamenei, qui est le président de la République, et qui sont tous les deux adversaires à couteau tiré pour prendre bien sûr la succession du guide et pour occuper la réalité du pouvoir au décès du guide, qui est vieux. L'ayatollah Khomeini, il a 86 ans à l'époque. Donc ils se disent tous qu'il va bientôt décéder. Et qui est bien sûr que le jour où le guide disparaît, chacun sort les couteaux et on va voir qui est le plus fort. Et donc Rafsanjani se dit, pour mon pouvoir, pour accroître mon pouvoir, il faut continuer la guerre. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est exactement ce que veut entendre l'ayatollah Khomeini. Donc il sait qu'il va lui faire plaisir. Et en même temps qui va entretenir la guerre et donc redevenir encore un peu plus puissant. Donc, 3e phase de la guerre, été 81 jusqu'à globalement... Non, 82. Été 82, pardon, été 82, excusez-moi, été 82 jusqu'à 84, fin 83, début 84, c'est la phase de offensive, cette fois-ci, de l'Iran en Irak. Et au passage, c'est pour ça que les Occidentaux ont en tête et appellent cette guerre la guerre Iran-Irak, alors qu'on devrait l'appeler la guerre Irak-Iran. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est quand même bien clairement l'Irak qui a attaqué. D'accord. Ça, c'est historiquement indubitable. Oui. Voilà. Et donc,
les Iraniens vont dire, bon, c'est comme ça, on va porter la guerre et on va faire tomber, on va punir et on va faire tomber Saddam Hussein. Donc le fait est que cet homme, c'est parce que je ne dirais pas son nom, hein, d'accord. Donc cet homme a quand même réussi, Ali Akbar Rafsanjani, a réussi à influencer, à retourner. Non, pas le retourner. Non, pas retourner, mais à influencer le reste de la classe décideur. Il a surtout convaincu le guide suprême, donc l'ayatollah Khomeini, de dire à tout le monde on continue. A dit on continue. Une fois que le chef dit on continue, tout le monde continue. Parce que ce qui est important, c'est que Khomeini, de toute façon, l'avis de Khomeini à cette époque est définitif. Il écoute, mais lorsqu'il donne son avis, c'est l'arbitre. Voilà, c'est l'arbitre. Juste une chose, parce que là on est en effet à partir de 82, il y a une chose qui est importante, c'est l'armement. C'est qu'à cette période de la guerre, les Iraniens ont de moins en moins de matériel. Comme ils sont justement au banc de la société internationale, ils ne peuvent pas acheter de matériel auprès en fait, des puissances, sauf à travers des réseaux de trafiquants d'armes. Donc, qui évidemment en profitent pour vendre au prix fort du matériel. On parlait d'Israël tout à l'heure, qui a vendu des missiles anti-chars notamment au prix fort à l'Iran. L'Iran, la principale force, c'est en fait son potentiel humain, c'est sa capacité humaine, qui donc tu parleras quand même à un moment de la manière dont des tactiques de combat qui ont été utilisées, qui est pour ça qu'on faisait référence à la Première Guerre mondiale, qui nous paraissent effroyables. Et à l'inverse, on a un Saddam Hussein qui lui justement a des lignes de crédit infinies et qui lui va s'équiper auprès de tout le monde. La France en achetant des Mirage F1, les Russes en achetant aussi de l'aviation, mais tout le monde pour acheter après du matériel donc de moderne, de l'artillerie, voilà, pour compenser. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment, la qualité va compenser la quantité, et c'est à ce moment-là aussi que la bascule va s'opérer. Voilà. Donc là, on est toujours dans cette troisième phase. On est dans cette troisième phase où globalement, pendant 18 mois, les Iraniens rentrent en Irak, comme ça. Moi, je suis Saddam Hussein, là, je serre les fesses en disant mais qu'est-ce que j'ai déclenché Qu'est-ce que j'ai déclenché Prennent les îles Majnoun, menacent de prendre Fichek. Alors, l'île Majnoun, c'est un des endroits où il y a du puits de pétrole. Voilà, prennent Fao, ici, et commencent à mettre la pression sur ici, au sud, sur Bassora. Et là, Saddam Hussein commence à se dire c'était pas exactement ce qui était prévu au plan. Tu m'étonnes. Donc, en fait, il est isolé ici. Al-Amara, cette case-là, est isolée finalement sur le système. Et donc, il se dit, qu'est-ce que je fais? Et là, pour tenir, donc, comme le disait Guillaume, il va appeler au secours tout le monde, les Russes, les Occidentaux, les monarchies du Golfe, pour avoir des livraisons en quantité infinie d'artillerie, d'obus d'artillerie, de missiles, de roquettes, de tout ce qu'on peut imaginer, de chars, d'avions de combat, de moyens d'écoute, de tout ce qu'il peut prendre, pour tenir le front, pour avoir un minimum de pertes humaines. Pourquoi? Parce que la stratégie, évidemment, des Iraniens, c'est une stratégie d'usure, type Première Guerre mondiale, type on va vous user et on va vous faire des pertes que vous n'arriverez plus à compléter. Quitte à ce que nous, on en prenne 6 fois plus. C'est pas grave. On va y aller. Et donc là, évidemment, on passe les coups de fil et donc on a Tarek Aziz, à l'époque le ministre chrétien des Affaires étrangères de Saddam Hussein, qui fait la tournée des capitales pour lever des fonds, des capitaux, acheter des armes et amener tout ça rapidement sur le front pour contenir. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein, qui au passage n'a jamais été un militaire, il porte un treillis pour la parade, mais ce n'est pas un militaire, c'est un homme des services de sécurité, c'est un homme de la police politique sécuritaire, c'est un dictateur, c'est un parrain mafieux, mais ce n'est pas un militaire. Il ne connaît rien à la guerre et à la conduite de la guerre. Quand on n'y connaît rien, on peut des fois être bien entouré. Est-ce que c'est le cas? Et c'est le cas. Il arrive à bien s'entourer assez rapidement, notamment par son cousin germain, donc Adnan Kerala, qui est son ministre de la guerre et en qui il a toute confiance et qui lui est un très bon général. Et il lui dit, mon cousin germain, c'est toi en fait qui va mener, je suis le leader, mais c'est toi qui prends, non pas les décisions, mais qui conçoit la stratégie et qui va tenir. Et la stratégie est bonne, il n'y a pas à redire là-dessus. Il n'y a rien à redire, en tout cas pendant cette période-là. Donc, il faut tenir. Et puis, globalement, les Irakiens tiennent. Et donc, on arrive à une situation qui est à peu près donc, gelée, où les Iraniens quand même arrivent à rentrer ici, à peu près. Voilà. Donc, les Irakiens tiennent et donc il y a du renfort. Il y a du renfort. Voilà. Donc, ils ont dû lâcher un petit peu de territoire aux Kurdes et aux Iraniens au nord. Au passage, ça c'est Al-Abja, on en parlera à la fin si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode-là.
Et ici, ça tient. Alors là, c'est de la montagne, donc c'est assez facile de tenir. Là, par contre, bah, c'est de la plaine, c'est plus compliqué. Donc là, on commence à s'enterrer, faire des fortifications, des tranchées, c'est ça. Voilà, exactement. C'est un petit peu l'image d'Épinal de la guerre Iran-Irak qui nous fait penser mentalement à la Première Guerre mondiale, parce que c'est à partir de là que les Irakiens vont utiliser l'arme chimique pour contenir, en même temps que l'artillerie et l'aviation, pour contenir les vagues d'assaut iraniennes. Et ça marche. Et à partir de là… Oui, ça marche parce que notamment les Iraniens ne sont pas équipés, ou ils ne sont pas équipés tout simplement. Ils n'ont pas d'armes chimiques. Ils n'ont pas d'armes chimiques et évidemment, au-delà des pertes, c'est aussi l'impact sur le moral. Et à partir de là, chacun voit que le front est figé et on rentre dans la 4e phase qui va être globalement la phase 1984-1986. Okay. Et là, on passe en stratégie indirecte, c'est-à-dire qu'on fait du Clausewitz après Clausewitz, et donc on se dit, ok, le front globalement est figé. Alors, en réalité, il bouge, mais globalement, il est figé. Donc, il ne faut pas imaginer, par exemple, et Guillaume qui vient de jouer au Wargame, à ce Wargame l'a vu, il ne faut pas imaginer que c'est en fait un jeu statique où il ne se passe rien. En fait, il peut se passer des vraies percées et plein de choses. Mais globalement, le jeu est assez figé. Pourquoi ? Parce que, évidemment, du côté iranien, l'argent est limité et que autant Saddam Hussein peut s'équiper et acheter tout ce qu'il veut, autant l'Iran sait que personne ne lui donnera un copec, qu'il aura beaucoup de mal à acheter des armes et quand il les achètera, ce sera au prix très fort, souvent sur le marché parallèle. Donc, il va devoir faire paradoxalement une gestion de bon père de famille, même si ça peut paraître audacieux ou choquant de dire ça. C'est-à-dire qu'il a peu d'argent et sait qu'il ne peut pas dépenser plus que ce qu'il a en poche. Donc, grâce pour lui, coup de chance, il a tout l'arsenal du Shah d'Iran, que le Shah avait constitué. Donc, son principal souci, c'est de trouver des pièces de rechange, des missiles et de l'armement, et des munitions. Et c'est ce qu'il va faire sur le marché parallèle. Par contre, il va utiliser ce qu'il a en quantité quasi illimitée, c'est la ressource humaine. Et donc, il va créer les vagues humaines, etc., pour mettre la pression sur l'Irakien et pour compenser ses pertes. Donc, ça va monter à Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez, ça va monter rapidement à 800 000. Oui. Et donc, alors qu'au début du jeu, au début de la guerre, on a de simples divisions de Pasdaran, assez rapidement, on a des corps d'armée entiers de Pasdaran qui arrivent, si vous voulez, le long du front. Et qui vont évidemment faire peser la balance et renforcer la balance de manière assez lourde sur les grandes offensives de tout ce qui se passe. Et là, c'est la Première Guerre mondiale, si vous voulez. Il y a 3 choix. Et juste pour terminer sur cette 4e phase, donc on est sur la situation est gelée au front. Donc, il faut ouvrir des fronts extérieurs pour essayer de faire pression. Alors là, il y a 2 tactiques différentes. Saddam Hussein, il se dit, on va taper les Iraniens au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on va, leur faire très mal économiquement et on lance la guerre des pétroliers dans le Golfe Persique. Donc on va s'en prendre systématiquement à leur trafic pétrolier. On va bombarder leurs champs pétroliers, on va bombarder leurs terminaux pétroliers et on va attaquer à coups de missiles Exocet leurs tankers, les super pétroliers qui viennent se ravitailler en Iran. Ça marche ? Et ça marche en partie, mais qu'en partie. Mais globalement, ce n'est pas suffisant pour mettre à genoux économiquement. Donc en fait, l'Iran joue une guerre économique ici. L'Irak joue une guerre économique dans le Golfe Persique. Ce qui va avoir pour conséquence en fait d'amener les Iraniens justement à déplacer le plus loin possible des bases aériennes irakiennes leurs terminaux pétroliers. Donc il y a un certain nombre de choses. Alors évidemment, je vous engage à lire le livre de Pierre, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais ça fourmille, ça foisonne d'informations comme celle-ci. Et vous avez dans le livre tous ces détails qui vous sont expliqués, où les Iraniens ont créé justement un port artificiel avec des super-tankers, dont le plus gros super-tanker de l'histoire qui s'appelait le Siail. Qui fait 700 mètres de long. Donc enfin bref, c'est un monstre. 500 mètres, mais c'est déjà un monstre. C'est un monstre qui en fait servait 1 million de tonnes, de réservoir de brut pour que les pétroliers n'aillent plus à aller jusqu'à Bandar Abbas, Bandar Khomeini ici, tout au bout. Mais puis et évidemment, les Irakiens ont essayé d'aller chercher de plus en plus loin grâce à du matériel aéronautique de plus en plus sophistiqué, des missiles, justement les pétroliers. Vous avez ce genre de choses. Ça fait partie des détails, mais qui vous donnent aussi l'ampleur du conflit et la détermination d'être jusqu'au boutiste. Et l'Iran
adopte, elle aussi, donc une autre stratégie de diversion, d'autres Ok. fronts, d'ouverture d'un front, qui est d'aller taper les soutiens des Irakiens, c'est-à-dire les Occidentaux, ou là où ça fait mal, et là où ils sont vulnérables, c'est-à-dire au Liban. Et le but, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Iraniens entament, via leurs proxys et leurs alliés respectifs, entament des séries de prises d'otages, de kidnappings, d'attentats, visant tous les intérêts occidentaux, américains, britanniques, français, allemands, au Liban, et puis ensuite directement en Europe, pour leur dire, bon bah écoutez, puisque... 84, hein, à partir de 83. à partir de 83. 83, pourquoi? Parce qu'en 83, notamment la France franchit une ligne rouge, puisqu'elle vend elle loue des super-étendards et elle vend des Mirage F1 équipés de missiles Exocet à l'Irak. Et là, les Iraniens disent, Ok, alors là, on ne joue plus. ok. D'accord. Là, vous avez franchi la ligne rouge. C'est rigolo. On va vous le faire payer. On joue plus. Justement, pour illustrer, on le demande aussi, nous sommes comme d'habitude en live avec nos abonnés, on le demande aussi sur le chat. À ce moment-là, 84, on voit ces levées, ces marées humaines, et Pierre, tu le disais, même si c'est globalement figé, ça n'arrête pas de taper à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bien sûr. En termes de pertes, alors Iran-Irak, peut-être Alors, en 84, je ne sais pas, mais à la fin, grosso modo, c'est À la fin, c'est, pour faire simple, c'est environ 700 000 morts, 180 000 côté irakien, 520 000 côté iranien. Ah oui. Donc, c'est toutes choses étant égales par elles-mêmes, c'est à peu près le même niveau de perte que la Première Guerre mondiale pour comparer la population et aux pertes subies à l'époque et à la durée pour ces deux pays. C'est-à-dire, en fait, la guerre Iran-Irak va saigner l'Iran et l'Irak de la même manière que la Première Guerre mondiale a saigné les pays européens. C'est la même chose. Voilà. Et donc, les Iraniens ouvrent ce front-là et donc, en fait, vont faire pression politiquement sur les Occidentaux pour leur dire, voilà, stop. Vous arrêtez de soutenir les Irakiens, on libère les otages et on arrête les attentats. Et ça marche aussi. Et ça marche. Mieux que le prix du Fondamentalement, pétrole pour l'Irak. Je dirais, ça marche, mais qu'en partie. Donc en fait, dans les deux cas, c'est une stratégie qui n'est pas véritablement gagnante ni pour les uns ni pour les autres, mais au moins ça fait diversion et ça fait passer les messages de manière très forte qui doivent l'être de part et d'autre. Ok. En ce qui concerne le conflit, il y a 3 points qui sont aussi assez intéressants parce que vraiment liés à cette guerre. Le premier, on parle depuis tout à l'heure des passes d'Aran. Il faut savoir que c'est une armée parallèle de l'armée régulière iranienne. Ils sont commandés par qui? Pardon Ils sont commandés par des généraux de l'armée ou Non, par non, des non, gens non, choisis? non. Boum, tiens, toi, tu vas Justement, commander 500 c'est 000 hommes. exactement. Enfin, non, pardon, Donc, 50 000, 500 000 hommes. c'est intéressant aussi de le prendre en compte, c'est que l'une des forces de l'armée irakienne, c'est que vous avez toujours un patron, Saddam, politique. Vous avez donc son cousin qui est le ministre, mais qui est un bon général, un bon stratège. Mais vous avez surtout un corps uni. Ça ne signifie pas que lorsque un général ne fait pas son devoir sur le front, Saddam le rappelle à Bagdad et en général, on ne le revoit plus parce qu'il est exécuté. Oui, c'est la méthode Saddam quand même. Alors, à l'inverse, chez les Iraniens, vous avez ce qu'on peut considérer comme étant en fait une faiblesse, c'est que vous allez avoir 2 armées en parallèle qui vont combattre, ce qui signifiera qu'elles ne seront rarement coordonnées et qu'elles sont en plus en lutte politique en interne pour se rejeter la faute. Et que lorsqu'il y a trop de pertes chez les passes d'Aran, ils disent on est sacrifié au détriment de l'armée régulière. Et lorsque l'armée régulière n'arrivera pas à combattre, à dire parce qu'on n'était pas coordonnés, parce que les passes d'Aran ne nous ont pas soutenus. Donc c'est un point qui est quand même remarquable du côté iran et qui va servir à l'Irak. Ça, c'est une chose. Complètement. Alors une fois encore, on joue très souvent, je ne sais pas si dans Bloody Downs, ton wargame, c'est possible, mais tu as envie de dire, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Iran coordonnait tous ses efforts, elle était largement au-dessus de l'Irak et au jeu du « et si », elle leur roulait dessus. Bien sûr. Ah oui. Mais justement, le jeu montre bien les rivalités. Il y a des règles de pénalité qui montrent bien que c'est compliqué de lancer des offensives en même temps, les passes d'Aran et l'armée régulière. Pour donner un ordre d'idée à nos téléspectateurs, au début de la guerre, donc en fin 1980, les passes d'Aran, c'est globalement 30 000 hommes.
enfin 25 000 hommes. Mal équipés, infanterie légère, etc. À la fin de la guerre, les Pasdaran, c'est globalement presque 600 000 hommes. Donc, c'est à peu près 600 000 hommes. Qui les commande? Et qui les commande, c'est des généraux qui sont issus des Pasdaran directement. C'est-à-dire, c'est Bonaparte. C'est un corps d'armée auto-formé. Auto-formé, qui vit en cercle fermé et qui, à partir de 1984, convainc le pouvoir politique iranien, aussi bien Rafsanjani que le guide, l'ayatollah Khomeini, de lui donner les meilleurs matériels. C'est-à-dire que ce qui lui permet, à partir de 84-85, de prendre l'ascendant sur l'armée régulière. Et à la fin de la guerre, globalement, les 2 tiers des forces sont des Pasdaran et 1 tiers, c'est l'armée régulière. Alors qu'au début, c'était plutôt de l'ordre de 10%, 90%. Il y a aussi un autre point particulier pour montrer un petit peu l'horreur de cette guerre. Est-ce qu'on parle rapidement des Bassidj? Oui, les Bassidj, ce sont les levées massives de jeunes volontaires. Alors jeunes, et jeunes, c'est-à-dire de 14 à 17 ans. 14, 17. Ouais. Puisque à 18 ans, chacun fait son service militaire, donc à 18 ans, c'est... Et c'est un service militaire combien, de 6 ans? Non, à l'époque, théoriquement, c'est 2 ans. Mais évidemment, c'est pour la durée de la guerre. C'est ça. Voilà. Donc, 14 ans, 17 ans. Ça, Donc, les enfants guerriers. Les Bassidji, c'est les enfants guerriers, les enfants soldats de 14 à 17 ans. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ils ne sont pas pris, si vous voulez. Ils sont tous volontaires. Ils y vont. Ils sont volontaires. On n'est pas obligé, quand on a 14 ans, d'aller faire la guerre, pas du tout. Mais eux, c'est beaucoup d'éléments de la société, de pression familiale, de pression de l'école, de pression des autorités, bien entendu, les encouragent à aller au front. Et beaucoup y vont pour des tas de raisons complexes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, pour rebondir par rapport à l'actualité récente et notamment à toute la campagne sur Daesh, il ne faut pas s'imaginer que les jeunes qui, à l'époque, les jeunes Iraniens qui vont rejoindre le front et les Bassidji le font par fanatisme, parce qu'ils sont endoctrinés religieusement ou quoi que ce soit. Non, ils y vont, certains d'entre eux, oui, parce qu'ils sont très pieux, etc. Beaucoup le font par patriotisme, parce qu'ils veulent défendre leur parti. Beaucoup le font pour aussi faire leurs preuves et montrer dans un milieu très patriarcal à leur père, leur grand-père et leur oncle que eux, ils en ont, ils sont courageux et voilà. Ce qui donc indirectement a un moyen aussi de s'affranchir de la tutelle patriarcale de la maison et de la famille. D'autres le font pour impressionner leur petit ami ou tout simplement par attrait, j'allais dire, guerrier. Pourquoi? Parce qu'on met à un gamin de 14 ans une Kalachnikov ou un RPG dans les mains. C'est clair. Et donc, on se sent puissant. Ah ouais, ça. Il y en a, on cultive c'est le début des jeux vidéo. On leur dit, mais vous savez, c'est comme le petit jeu, là. C'est pareil. Donc, voilà. Et puis, il y en a aussi, c'est par pur calcul. C'est-à-dire qu'on leur dit, si vous survivez, vous aurez l'école gratuite, accès aux universités, santé gratuite pour la famille, éducation gratuite pour vos frères et sœurs. Pour vos frères et sœurs. Donc on en arrive à des situations pathétiques ou dramatiques où vous avez des pères de famille qui vont voir, parce qu'ils ont 6 gamins, et qui vont voir l'un ou 2 d'entre eux pour leur dire, bon, allez, il faut vous sacrifier pour les autres, pour vos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est la garantie d'avoir accès à tout ça pour les frères et sœurs. Bien sûr, on vous souhaite bonne chance et on aimerait bien vous revoir dans 2 ans. Ça serait bien quand même. Sachant que l'utilisation qui est faite de ces troupes est assez particulière. Oui, puisque là aussi, alors, en fonction du profil psychologique et des capacités de chacun de ces adolescents, certains vont être envoyés comme de la chair à canon pour faire du déminage, c'est-à-dire on leur donne une clé en plastique, on leur dit c'est la clé du paradis et on leur dit voilà, en avant-vent, direction le champ de mines et puis vous allez jusqu'au fond. Donc en fait ils déminent évidemment en se faisant sauter sur les mines et comme ça l'armée régulière derrière ou les Pasdaran, mais eux les vrais, ceux qui sont recrutés et professionnels, passent derrière pour lancer les offensives. D'autres, au contraire, qui sont malins, futés, etc., deviennent tireurs d'élite, deviennent combattants, deviennent drivers de motocyclettes, parce que c'est la guerre des Suzuki aussi sur le front. C'est-à-dire qu'il y a plein de Suzuki qui ont été achetés par le régime iranien pour faire des tactiques de harcèlement hit and run avec l'adolescent qui conduit la moto. Et derrière, le Pasdaran qui a 2 RPG
Et donc, on va On fonce. en slalomant sur les lignes, on se met à 80 mètres des lignes irakiennes, poum, poum, on tire les 2 RPG et on se taille. Voilà, ça fait partie, il y a plein d'autres tactiques, mais ça fait partie. Et ça, ce sont souvent des adolescents qui vont conduire ces Suzuki. Donc il y a de tout. Et il y en a qui sont dans la logistique, il y en a qui vont être même dans l'infirmerie, ou on va dire donc il y a de tout. Donc là aussi, il faut aussi un petit peu, pas démythifier, mais Oui, il n'y a pas que les jeunes qui vont se faire sauter. Mais quoi qu'il en soit, c'est une particularité en fait de cette guerre, de ce conflit, et en fait aussi de l'utilisation tactique, puisque souvent ces Basiji vont être utilisés aussi en première vague d'assaut pour pouvoir user les Irakiens avant justement que l'armée régulière intervienne. Il y a un point aussi intéressant par rapport en fait à la manière dont Saddam a pu gérer le conflit, et ça faut en parler, c'est que ils ont réussi à casser les codes de transmission de l'armée régulière, justement iranienne. Iranienne. Donc, c'est un peu comme l'histoire d'Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quasiment pareil. Ce qui veut dire que, bon, on ne va pas raconter l'histoire, ceux qui sont intéressés liront le livre et auront toutes les anecdotes, etc. Pierre, tu en as pris un deuxième, j'en ai vu qu'un. Et malheureusement, j'en ai qu'un. Je te le prenne, d'accord. Vas-y. Pardon. Et donc, en plus, c'est celui de Guillaume, donc ça tombe bien. Ah, mais Enigma. Enigma. Il n'arrête pas de me piquer mes trucs. De toute façon. À chaque fois que je viens, il veut me prendre mes choses. Non, mais Enigma, globalement, ça veut dire que à partir de fin 82, début 83. C'est tôt. Oui. Les Irakiens craquent toutes les communications iraniennes, notamment grâce à l'aide de scientifiques japonais, sud-coréens, j'en passe et des meilleurs. Et les Iraniens le savent? Et les Iraniens, sans doute. Sans doute. Donc, ils changent régulièrement leur code, mais ça fait rien, les autres les craquent derrière. Ça, c'est pour l'armée régulière. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les Pasdaran, eux, qui vivent dans la quasi-clandestinité, sont une armée et entre eux ont d'autres modes, c'est-à-dire qu'eux, ils restent à l'ancienne avec des estafettes, avec des ordres écrits, avec des enveloppes scellées, ou des paroles, des ordres donnés oralement, directement. Et là, l'armée irakienne se fait entuber là-dessus. Bien sûr, l'armée irakienne n'a aucun moyen, est aveugle de savoir ce qui va se préparer. Et donc, toute la stratégie, justement aussi, comme les Iraniens savent qu'une partie de leurs codes sont craqués et que donc ils sont prévisibles, il faut re-rendre de l'incertitude dans la guerre. Et donc, toute la partie de la guerre, donc jusqu'en 86, ça va être 87, d'attaquer en même temps un peu partout, toujours en permanence avec des petites attaques, pour laisser les Irakiens dans l'incertitude de savoir mais où va porter l'effort principal. En vrai de vrai. Voilà. D'accord. Sous-entendu, est-ce qu'on ne se fait pas intoxiquer? Voilà. Et on en arrive à la 5e phase de la guerre. Ça donc, tombe bien, on arrive au bout du temps. En 86, à partir de 86, où le front est donc à peu près stabilisé. Et en 86, les Iraniens commencent à être très affaiblis, y compris financièrement. Et donc se dire, bon, maintenant il faut faire le grand soir, c'est-à-dire qu'il faut faire l'offensive majeure, il faut jouer Verdun. Voilà. On va choisir un point crucial et on va mettre le paquet, parce que c'est l'offensive de la dernière chance. C'est là? Et c'est là, c'est sur Bassora. Donc en fait, ça va être d'abord sur Fichlek, donc c'est un lieu dit. Et donc là, ils mettent le paquet, c'est-à-dire que si on pouvait imaginer, ils mettent le maximum de force partout, et ils font la pression. Et ils prennent Fichlek. Voilà. Hop, comme ça. Et non seulement ils prennent Fichlek, mais ils prennent ici Kasr, et donc ils arrivent comme ça. Et là, les Irakiens se disent, là, ça commence à sentir mauvais. Et là, c'est la lutte pour la mort pour sauver Bassora. Mais il faut savoir que Bassora a été fortifié. Ils ont travaillé pendant des années. Voilà. Ils ont créé même un canal artificiel pour empêcher que les chars arrivent directement. Il y a le fleuve qui est à côté. Il y a des marais. Ils ont construit un mur, tu avais dit, de 10 mètres de profondeur sur 5 mètres de hauteur. Et surtout une sorte de canal de fossé anti-char rempli d'eau. Voilà. Donc, qui sont des douves en quelque sorte, mais des douves qui vont sur 50 km. C'est 50 km de long, 50 km de long, je sais pas combien de centaines de large. Globalement 300 mètres de large. Donc encore là maintenant? Oui. Alors maintenant ça n'existe plus parce que ça a été démonté, comblé, etc. Okay. Mais il en reste toujours des petits bouts. Ouais.
Et donc, c'est la bataille pendant… J'aime bien, on dit guerre moderne, on a l'impression qu'effectivement, c'est l'attaque du château. Enfin, C'est Il y ça. a les deux, il y a les château. deux là. Enfin, Oui, parce que là, le conflit était figé. Voilà. Et donc, là, ils disent, si on fait tomber Bassora… C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. On porte un coup mortel à Saddam en Hussein. Irak. Ok. Et donc, Saddam, qui comprend bien que c'est vital pour lui, va mettre toutes Tout ses le paquet forces aussi. dans la bataille. Y compris des attaques chimiques. Hein. Y Là compris, encore, bien il va sûr, des utiliser, attaques il va chimiques en utiliser grande à nouveau quantité. en grande quantité. Toute son aviation, toute son artillerie. Paradoxalement, il confie la défense de Bassora à un général chiite, alors même que lui-même est théoriquement sunnite. En fait, il est laïque. Ouais. Il est séculier, c'est un buveur de whisky. Saddam Hussein, il n'a rien de religieux. Mais comme la population est chiite et comme c'est la zone chiite de l'Irak, Il vaut mieux que. il prend son meilleur général chiite et lui dit voilà, ta tâche, c'est Tu tiens. tu tiens Bassora et tu meurs sur Bassora si nécessaire, mais Bassora doit tenir. Et Bassora tiendra. Tiens. Ce qui veut dire que pendant 6 mois, enfin presque 9 même, pardon, les Iraniens vont non-stop envoyer des vagues sur Bassora. C'est littéralement Verdun. C'est la logique de Verdun. On met tout le paquet et on épuise l'adversaire. Et finalement, Bassora tient. Les Iraniens sont épuisés ils sont et donc remontés. ils sont obligés de se Reculer. remettre comme ça et de reculer. Oh punaise. Voilà. C'est Et là- 8 ans et on en revient à l'ancienne, quoi. Voilà. Ouais. Et là, on en arrive à la dernière phase de la guerre. 6e. Entre-temps, ici, donc la 6e, ici, ça a plus ou moins bougé. Mhm. Mais- Bataillé. Voilà. Mais lors de cette dernière phase, il y a quand même une vulnérabilité ici. Et ici, hop, on est resté comme ça. Et là, la dernière phase de la guerre qui couvre, on va dire, été 1987, été 1988, D'accord. c'est-à-dire la dernière année, c'est les contre-offensives irakiennes, où là, les Irakiens vont reprendre le dessus et vont reprendre le contrôle de leur territoire et pousser en territoire iranien et gagner la guerre, indirectement, même s'ils sont complètement épuisés. Exsangue. Voilà. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que globalement, ils vont repousser les Iraniens ici jusqu'aux frontières, là. Là va se passer l'épisode d'Al-Habja, donc c'est le fameux massacre à l'arme chimique de la population d'Al-Habja, qui est présenté comme le symbole en quelque sorte de l'horreur Saddam Hussein. et des crimes de guerre de Saddam Hussein. Ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que, enfin je veux dire, il n'y a pas de réalité, c'est sûr, ça a été un massacre, mais ce n'était pas un massacre qui visait initialement la population civile, mais l'ensemble du dispositif, y compris militaire, iranien. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, en fait, Al-Habja est là, et que les Iraniens voulaient contourner, pour s'emparer ici de ce lac artificiel, qu'on voit à peine sur la carte, qui alimentait la plus grosse centrale hydroélectrique du pays, qui alimentait en électricité Bagdad. D'accord. Ce qui aurait permis, en fait, pour faire simple, de couper l'électricité irakienne, et accessoirement de contourner et de s'emparer ici du fief irakien, du fief kurde de Soleimani. Donc c'est vu comme une menace vitale, là aussi, enfin en tout cas très gênante par Saddam Hussein et ses généraux. Pourquoi ? Parce que les Iraniens ont une division parachutiste, ils ont une division de forces spéciales, des passes d'Aran, qui sont en appui évidemment de la population locale, qui elle subit ce qui se passe. Et donc Saddam Hussein dit Al-Habja, il faut bloquer les Iraniens. Donc Al-Habja en fait c'est un verrou, c'est une ville verrou. Et donc ils disent bon voilà, on va détruire Al-Habja parce qu'en même temps on va détruire toutes les forces iraniennes qui sont sur place. Et c'est ce qui se passe. Et donc ils mettent tout, ils mettent le paquet, le napalm, l'artillerie, l'aviation et les chimiques, et le gaz chimique, tout. Et en effet ils contiennent donc l'offensive iranienne qui est littéralement soufflée. Et ça leur permet de tenir le front. Sur le sud, ici sur le front centre, ils récupèrent donc la totalité, ils reviennent à la frontière. Et ici, à partir du printemps 1988, donc du début de l'année 88 jusqu'au printemps, ils vont prendre des gages. Et comme les Iraniens sont littéralement à genoux et épuisés et lessivés, en fait, ils vont arriver à reprendre, non pas Khorramshahr, ils seront aux portes de Khorramshahr. Et en fait, voilà, ils arriveront à prendre ces territoires ici, à pénétrer en fait ici et à reprendre ces territoires-là, et à faire pression sur les Iraniens pour leur dire maintenant vous arrêtez. Vous arrêtez, stop. Sachant que pendant toute cette guerre, pendant les 8 ans de la guerre, quasiment tous les 6 mois, Saddam Hussein fait une offre de paix aux Iraniens
pour leur dire on arrête là, on arrête les frais. Et jusqu'au bout, les Iraniens vont poursuivre la guerre, espérant pouvoir renverser la vapeur et reprendre l'initiative et l'avantage. Jusqu'à 88 où là, jusqu'à l'été 88 où là ils disent stop parce qu'ils comprennent qu'ils sont finis, parce qu'ils sont épuisés, ils sont ruinés, ruinés économiquement, pas tellement par la guerre des pétroliers, mais par l'effondrement des prix du pétrole. C'est pour ça qu'on est dans un jeu, enfin on est dans international global, c'est-à-dire qu'on est à ce moment-là en 1986-87. Les Américains, donc les États-Unis, décident de porter un coup fatal à l'économie de leurs deux grands adversaires de l'époque, l'Iran et l'URSS. Au passage, comme il y a 2 ans, la Russie, l'Iran, pareil. Donc il faut faire s'effondrer les économies de la Russie ou de l'URSS et de l'Iran. Quitte à faire mal aux autres, donc en tapant le pétrole, mais surtout en faisant s'effondrer les prix pétroliers. Voilà, et c'est ce qu'ils font, et ça marche très bien en aval avec l'Arabie Saoudite. Là, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais vraiment plus d'argent. Et en plus, il y a la menace d'une intervention militaire directe aéronavale américaine dans le Golfe, parce qu'il y a un certain nombre d'épisodes de guerre aéronavale. Et là, les Iraniens comprennent que s'ils poussent le bouchon encore un peu plus loin, là, les militaires, enfin l'armée américaine et la marine américaine vont intervenir directement dans le conflit, et alors là, c'est réglé. Donc, ils négocient en disant, OK, c'est le moment. On accepte la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, déjà depuis 2 ans, proposait l'arrêt des hostilités avec retour à la frontière, etc. Et au mois d'août 1988, c'est-à-dire après 8 ans de guerre terrible, le conflit s'arrête. S'arrête, mais ne sera finalement jamais soldé. Mais en l'occurrence, on le verra d'ailleurs dans la suite. Il y a juste 2 points aussi pour bien comprendre les choses. Un point, on va dire, de tactique, mais qui a un impact géopolitique, c'est le programme nucléaire irakien, qu'on en parle rapidement parce qu'il y a eu un bombardement fameux de la part des Israéliens pour empêcher les Irakiens de se doter en fait d'un nucléaire civil, voire d'un nucléaire évidemment militaire. Voilà. Donc sur la carte là, de Bloody Down, vous avez indiqué ici la centrale avec un zoom peut-être des Irak, donc au sud de Bagdad. Donc, qui est, qu'on voit ici sur l'écran de contrôle. Ce qui veut dire que le 7 juin 1981, donc à la fin en pleine cour de la deuxième phase de la guerre, l'aviation israélienne fait un raid surprise et détruit le réacteur nucléaire en construction irakien, donc à Osirak, pour littéralement casser et couper l'herbe sous le pied du programme nucléaire irakien. Voilà. Et là, au passage, ça change la donne géopolitique. Pourquoi ? Parce que tant que Saddam pouvait éventuellement avoir la bombe atomique, évidemment, tout le monde était assez prudent. À partir du moment où tout le monde comprend qu'il n'aura pas la bombe, évidemment, là, les gens se libèrent. Et donc là, les Américains renouent avec Saddam, les Russes, du coup, viennent renouer avec Saddam, tout le monde renoue avec Saddam Hussein. Du coup, les Chinois et les Coréens soutiennent les Iraniens. Et on est reparti dans le grand jeu, mais ça, c'est cet après-midi. Et il y a un autre point, parce qu'on n'en a pas parlé finalement, mais c'est le double jeu des Russes pendant toute la guerre Iran-Irak aussi, qui est très important. Et plus que les Américains ? Si on parle des 2 blocs. Au moins autant. Dans tous les cas, sur la durée de la guerre, oui. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin de la guerre, c'est vraiment les Américains qui reprennent en effet la main, comme le dit Pierre. Mais là encore, on le retrouve dans le livre et c'est expliqué. C'est-à-dire que les Américains veulent mettre à genoux l'Iran et les Russes, et ils influent sur les prix du pétrole, évidemment avec l'accord des pétromonarchies qui joue le jeu. Ça va avoir un impact vraiment immédiat. Et puis surtout, à la fin en effet de la guerre, pendant ce qu'on a appelé la guerre des supertankers dans le Golfe, les Américains, mais aussi les Français, les Anglais, les Italiens vont envoyer en fait de leur marine. Et quand vous avez une grosse task force américaine qui vient avec plus d'avions sur les porte-avions que ce que n'ont les Iraniens, et en fait vous avez plein de choses qui sont de toute façon décrites dans le livre aussi, c'est passionnant, mais c'est une guerre dans la guerre. Là, les Iraniens se rendent compte que de toute façon, en effet, ils ne peuvent pas résister face à la marine US. Mais en revanche, le rôle, si tu peux revenir un peu quand même sur le rôle géopolitique des Russes pendant la durée de la guerre, parce qu'ils ont été quand même arbitres. C'est encore la grosse Union soviétique. Hein. Ils sont engagés en Afghanistan, ça c'est une chose, mais c'est quand même eux qui ont livré tout le matériel dernier cri, notamment en termes d'avion, à Saddam Hussein, qui lui permet aussi à la fin de prendre le contrôle quasiment de l'espace aérien. Et les offensives réussissent aussi grâce à ça. Hein. Et pour faire simple, il ne faut pas oublier, donc, en fait c'est un conflit atypique, mais pendant la guerre froide. C'est la dernière guerre totale du XXe siècle.
dans lequel c'est une synthèse de toutes les guerres du XXe siècle. C'est-à-dire on trouve à la fois des éléments de la Première Guerre mondiale, les tranchées, les gaz, etc., la guerre statique, de la Deuxième Guerre mondiale, les combats aériens, la Blitzkrieg, les combats de chars, des guerres de décolonisation, tout ce qui est guerre dans le Djebel, guerre dans les marais, de guerres israélo-arabes ou indo-pakistanaises, c'est-à-dire la haute technologie, les missiles, les combats aériens, les Mirages, les MiG, les Tomcat et les Phantom. C'est-à-dire c'est la totalité de la conflictualité. Tout est là. Tout est dans cette guerre. Irak-Iran. Voilà. Et comme c'est la guerre froide, par rapport à ce que disait Guillaume, c'est la guerre froide, il ne faut pas oublier, on en parlera cet après-midi, mais c'est une guerre à 3. C'est pas une guerre à 2. C'est-à-dire c'est pas les États-Unis contre l'URSS. Il y a 3 joueurs. Il y a les États-Unis, l'URSS et la Chine. Et donc, cette phase de la guerre froide, la fin de la guerre froide, c'est une phase où les Chinois et les Américains ne sont pas alliés, mais partenaires pour mettre à mal et pour faire tomber la Russie, enfin l'URSS. Et donc, les Chinois prendront systématiquement le contre-pied de l'attitude soviétique. C'est-à-dire que quand les Soviétiques soutiendront l'Irak, les Chinois soutiennent l'Iran. Et quand les Soviétiques soutiendront l'Iran, ce qui arrivera plusieurs fois, il y aura plusieurs swaps et changements pendant la guerre, et ben les Chinois soutiendront l'Irak. Par effet miroir quasi immédiat. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire 3 minutes parler un peu du jeu? Oui, tout à fait. Déjà, alors, juste, on y vient, mais là, de toute façon, fin du conflit. En revanche, les conséquences de la fin du conflit, parce qu'il faut quand même parler de la position de Saddam, parce que ça va nous amener évidemment en introduction à ce qu'on va dire cet après-midi sur la future guerre dite du Golfe, avec l'invasion du Koweït. Et puis la position en effet de l'Iran, qui de toute façon, on l'a compris. Oui, sauf que niveau politique, le clergé l'a emporté. Bien sûr. De haute main. Donc c'est-à-dire que ce dont parlait Pierre en début d'émission, c'est-à-dire cette guerre interne, elle a été gérée. Mais là, je te donne la parole, évidemment, pour faire le bilan, déjà politique, des deux, et puis après, évidemment... Le bilan politique, c'est que militairement et humainement, les deux, en fait, sont épuisés. Donc c'est une victoire irakienne, mais une victoire irakienne à la Pyrrhus. C'est une victoire de plus comme ça, et tout le monde est mort. Donc, ce qui explique que l'Irak n'ait pas poussé plus loin son avantage. Bien sûr, parce qu'il pouvait juste, il ne pouvait pas. Parce que sinon, on se dit, c'est bon, ils sont à genoux, vas-y, tape et c'est fini. Non, il ne pouvait plus. Il était à bout, il était épuisé, à bout. Ça marche. Voilà. Et donc, son problème majeur, c'est qu'il veut sauver, évidemment, il veut rester au pouvoir, d'autant plus qu'il s'affiche comme le vainqueur, mais il faut occuper son armée. Il a une armée à ce moment-là qui fait à peu près 800 000 hommes, et donc il faut lui trouver une occupation. Et puis surtout, il faut les payer cette armée, et ça coûte très cher. Donc, et puis il faut éviter que ces gens-là reviennent sur le marché du travail, parce que c'est pas vraiment des gens qui ont été formés pour aller dans les bureaux, quoi. Voilà, donc il a un gros problème, on dirait aujourd'hui socio-économique à gérer. Voilà. Pour le dire gentiment. Voilà. Et du côté iranien, c'est une victoire politique très claire des religieux et de Rafsanjani qui a affirmé son pouvoir, qui attend paisiblement que 6 mois plus tard, Khomeini décède pour faire la seule erreur politique de sa vie, qui est de dire, alors qu'il avait tout pour lui et tout pour prétendre à prendre la succession du guide et à devenir le guide suprême. Il dit non, en fait, je laisse mon rival Khamenei prendre la guidance, devenir le guide suprême, et moi je me fais élire président. Parce qu'il est certain qu'en tant que président, il aura plus de pouvoir que le guide. Erreur grave. Après, il aura compris, et après, bien sûr, il s'en mordra les doigts tout le reste de sa vie. C'est la seule erreur qu'il fait. Ouais, mais là, fatale. Alors que jusque-là, il a joué remarquablement ses cartes. Ok. Donc, victoire politique du clergé, mais défaite militaire et défaite tout simplement humaine de l'Iran qui est affaibli, épuisé, qui n'a plus de réserve et qui a besoin, qui se dit, à ce moment-là, il va nous falloir au moins 5 ans pour nous relever de cette crise. On est en 88. D'accord. Donc, plus de guerre, plus rien, pendant au moins 5 ans. Donc le premier mandat ensuite, quand il sera élu président de Rafsanjani, c'est redresser le pays, redresser l'économie, redresser l'armée qui est exsangue. Donc de tout ça, mais on en parlera dans un autre volet. Dans un autre volet. Il y aura la suite. Et ça veut dire que tout ça s'est concrétisé, toute cette histoire que Pierre Razou, pour le préciser, nous a contée. Tu l'as également investi. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Pierre est également wargamer.
Incroyable, tous ceux que Incroyable. tu nous amènes, Non, tous pas ceux tous, que tu nous pas amènes tous. ou presque Un ils le certain sont. nombre, comme par hasard. Et presque la même génération, en plus, c'est ça qui est intéressant. Va comprendre, Charles. Et donc, Pierre, en effet. Donc en fait, j'ai commencé le wargame quand j'étais jeune, très jeune adolescent, comme beaucoup de gens de ma génération, en jouant à la guerre des ducs dans Jeux et stratégie. Voilà, et après, j'ai été touché par le virus et j'ai presque pu arrêter. En fait, j'ai arrêté pendant 25 ans de ma vie parce que j'ai une vie professionnelle très active. Je veux bien le croire. Et je m'y suis remis finalement au wargame assez tardivement, parce que pour une série de concours de circonstances. Tout ça pour dire que je me suis dit, voilà, j'avais passé 10 ans De recherche. tout en écrivant d'autres livres, en travaillant beaucoup, etc. Mais donc j'ai passé 10 ans de recherche pour écrire ce livre sur la guerre Iran-Irak. Et donc je me suis dit, bon, bah, comme je suis wargamer, il faut quand même essayer d'en faire un vrai wargame stratégique intelligent pour montrer aux gens et faire de la pédagogie et en même temps de manière très ludique pour montrer aux gens ce que ça a réellement été cette guerre. Donc j'ai essayé plein de plans, les hexagones, les zones, etc. Puis après beaucoup de réflexions, j'en suis arrivé à une carte et à un mécanisme de jeu point à point, à un card-driven game. C'est ce que j'allais dire, visiblement. Qui reprend les événements. Qui reprend à la fois tous les événements. Donc vous avez la guerre chimique, Tiens, si tu veux faire les un petit renforts. Je vais essayer de mettre des cartes rigolotes. rigolote. Enfin rigolotes, pardon. Non, c'est pas du tout. De jeu. C'est pas du tout rigolo, mais en tout cas des cartes significatives. Voire anecdotiques. Par anecdotique. Voilà, supériorité aérienne avec le Tomcat, voilà. Airbus shutdown, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains ont détruit un Airbus à la fin de la guerre. La guerre des missiles, les Scud, les guerres chimiques, l'intervention de Khomeini, les Basij, l'attaque du Stark, la frégate Stark. Ça, c'est une vraie attaque. Ça. Donc tu les as mis tous tout en ça, jeu. Voilà, tout ça, ça a réellement Et les existé. joueurs vont avoir ça en main pour pouvoir... Donc les joueurs vont avoir 4 cartes en main pour utiliser chaque carte à la fois soit pour les points d'opération, soit pour les points de remplacement à la fin d'un tour de jeu pour remettre en jeu des unités détruites, ou bien pour l'événement, ou quand ça n'est pas un événement, ou bien pour l'attaque quand par exemple on a voilà. On utilise la carte en support, par exemple, avec de l'artillerie, des Katyusha, avec différents effets bonus, etc. Sur les combats, table de résolution, etc. Le principe, c'est qu'il faut faire des choix délicats. On n'a que 4 cartes chaque tour. Alors, on recomplète sa main très régulièrement. Donc, en fait, on a à peu près tout le temps 4 cartes en main. Mais il faut les jouer de manière... au meilleur moment. C'est surtout que Pierre a créé un jeu stratégique. C'est ça. Il y a peu de pions. Donc les décisions sont importantes et le nombre d'actions est limité puisque en fait c'est 3 à 4 mois par tour, c'est même par tour et puis donc il y a 24 tours de jeu mais ça joue vite et donc on va pas faire beaucoup d'actions. Voilà, il y a 3 scénarios, donc enfin, il y en a 4 avec la campagne. Court, moyen, total. Il y a 3 scénarios de 8 tours assez rapides qu'on peut jouer en 2 heures, donc pour que les téléspectateurs ne s'effraient pas, on peut faire une partie en 2 heures, il n'y a pas de problème. Ou jouer la campagne, donc en 6 heures, disons en 6 heures, on peut faire 6-7 heures, on peut faire la totalité de la campagne, si les conditions de victoire ne sont pas rencontrées avant, bien entendu. Oui, bien sûr. Parce que le principe du jeu, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de mort subite, c'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner, je dirais, c'est comme le match au point, ou en décisif, ou au KO. Donc on peut prendre des objectifs stratégiques et gagner. On peut user l'adversaire et le faire perdre, ou on peut tout simplement lui faire s'effondrer son moral. Il y a une chaîne, il y a une échelle de morale. Et lorsque, à n'importe quel moment du jeu, un des 2 joueurs arrive en dessous du dernier niveau, il déclare forfait, et c'est fini. Et il met les pouces, et c'est son adversaire qui a gagné. Qui l'emporte à ce moment-là. Et donc, il y a des tas de stratégies. On peut privilégier le militaire, on peut privilégier les cartes économiques, les cartes d'usure. On peut faire le forcing sur un objectif. Ce qui est sûr, c'est que comme dans la vraie vie, ou dans la vraie guerre, malheureusement, on ne gagne pas en faisant des pertes ou en subissant, c'est-à-dire qu'on gagne en prenant des objectifs et en conquérant des objectifs réellement géopolitiques, ou carrément en démoralisant l'adversaire. Quoi qu'il en soit, c'est le seul jeu qui existe sur le sujet. Oui. En anglais seulement? Alors, uniquement en anglais, donc paru chez un éditeur américain, High Flying Games. High Flying Dice Games. High Flying Dice Games, pardon. J'aimerais si tu peux nous envoyer la couverture du jeu. Le Bloody Down. Donc Bloody Down, voilà. Et vous le trouverez sur notamment les sites internet français.
qui vendent le jeu. Et chez Agora Jeux. Ouais, qui est un site internet. D'accord. J'ai une petite question aussi. Le livre qu'on a montré tout à l'heure, qui est reparti peut-être, est-il toujours disponible là? Oui, Merci, tous les livres sont disponibles. D'accord, tout à fait. On a une En idée. plus, c'est Perrin, hein. Ce sont les éditions Perrin. Le livre avait été publié en grand format. Maintenant, vous l'aurez plus qu'en petit format. Ouais, mais bon, faites-vous plaisir. Hein. 12,50 €, non, mais c'est la somme ultime sur le sujet. Après, vous avez le jeu pour simuler le jeu. Donc voilà, vous avez le package Razoo, comme on dit. Mais bon, sauf que vous ne trouverez pas en librairie le Wargame. Ouais. Voilà, c'est ça. Et pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire. Dans la grande, il se trouve que le Wargame, donc les Irakiens, les Iraniens, certains l'ont joué. Évidemment, les Iraniens ne peuvent pas le prendre sur Internet puisqu'il y a les sanctions bancaires. Voilà. Mais il se trouve que je l'ai ramené lors de mon dernier séjour à Téhéran. En fait, j'ai offert le dernier qui me restait, puisque Guillaume me le demandait. Ça, c'est mon perso. Il m'en restait juste un et je l'ai offert en fait à un des plus grands généraux pasdaran qui m'a permis d'avoir accès à beaucoup d'informations, et évidemment, etc. Et je lui ai dit, général, vous savez quoi, vous allez pouvoir vous faire plaisir maintenant, vous pouvez rejouer la guerre. Il a rigolé. Et il m'a dit, bien entendu, on va voir ça de très près. Donc, ça veut dire que si vous voulez, et de même que les Iraniens et les Irakiens étaient très intéressés par la version, cette fois-ci anglaise, américaine de mon bouquin, bien sûr, ils sont très intéressés par ça parce que il n'y en a pas d'autres sur le marché. Et puis une façon de comprendre aussi autrement les événements, exactement. La façon dont les choses se sont faites et la façon dont ils auraient pu éventuellement aussi se faire. Le but étant vraiment d'avoir un système fluide. Je crois que Guillaume peut en témoigner. C'est très fluide, simple, mais pas simpliste, fidèle, et très fidèle à la réalité. Ça marche. C'était Pierre Razoo dans cet alinéa consacré avec Guillaume Bouilleux, bien sûr. Il est à l'initiative, et c'est à souligner et à honorer, 1980-1988, la guerre Iran-Irak, ou plutôt la guerre Irak-Iran, mais après c'est rentré dans l'histoire, c'est fini, j'imagine. Ça sera comme ça. Pierre Razoo, notre invité, merci beaucoup. Merci à vous. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, parce que c'est dynamique. Guerre du Koweït. Les guerres du Moyen-Orient, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Et puis, j'attire toujours votre attention sur cette douce mélodie que Germain va nous mettre. Oui, que j'ai trouvée. Puisque c'est quand même Saddam qui gagne, hein, donc on lui a trouvé une petite chanson, qui lui rend hommage. Qui lui rend hommage. Alors pour ceux qui parlent l'arabe, vous comprendrez. Germain, moteur, à vous. في يوم الجمعة وعيد الأضحى العيد